bienvenue à toutes et tous, chers lecteurs d'Améliorons la ville et chers publics du Grand Circuit, chers adhérents de Planète Copropriété. Alors, je suis Xavier Faure, l'animateur de cette conférence, assisté aujourd'hui à la technique de Benjamin Thaïs et Morgane Tudal, pour faire de ce moment un moment qui va bien se passer. Vous êtes, on a l'habitude de le dire, notre vitamine en cette période de confinement, déconfinement. Mais enfin, on sait plus trop. Ça fait un an qu'on est dans cette période. Nous sommes réunis aujourd'hui. Vous voyez cette diapo que vous avez pour parler copropriété, effectivement, et le titre de la conférence qui est MaPrimeRénov', copropriété, pourquoi et comment en bénéficier. Alors, juste pour vous rappeler, aujourd'hui, les conférences à venir, d'ailleurs, vous voyez que demain après-midi, on a une conférence qui va concerner aussi la copropriété. Pour ceux qui voudraient venir, ça sera avec grand plaisir, où on verra tout un programme de rénovation de A à Z. Et je voulais, alors, il manque une petite photo, j'espère que Frédéric ne m'en voudra pas. Je voulais accueillir donc les intervenants qui sont là. Sébastien Caté-Wagner, directeur de projet d'ANA. Bonjour Sébastien. Bonjour. On accueille également Fatima Zora Mkrebi. Bonjour Fatima Zora. Bonjour. Ingénieur financier au sein de Énergie Pulse. Ensuite, Laurent Demas. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu es ingénieur financier aussi au sein de Verdirable. Les ingénieurs financiers sont en renfort avec nous aujourd'hui, mais c'est bien normal puisqu'on va parler de ce sujet. Ensuite, Luc Fly-Sainte-Marie. Bonjour Luc. Bonjour. Tu es ingénieur thermicien au sein d'Eneo, c'est le directeur de la société. Ensuite, Claude Pouet. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Claude, directeur d'Arc Service et administrateur aussi de Planète Copropriété. Et enfin, Frédéric Collat. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur de la société passive City. Voilà ce que je voulais. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Alors, on a un programme en 3 temps. Hein, je parle sous votre contrôle, cher conférencier. D'abord, une présentation, et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, Sébastien, pour l'ANA. Une présentation en PowerPoint qui va durer environ une trentaine de minutes, sur lequel vous allez nous présenter tout ce dispositif, hein, si je ne me trompe pas. Sébastien. Ensuite, on aura 1 heure à peu près de table ronde avec tous nos conférenciers où on va discuter. On a préparé avec beaucoup de sérieux cette table ronde. Et je sais que Sébastien, on a plein de questions pour vous, mais on a aussi plein de questions qu'on se pose ensemble et on pourra répondre aussi aux questions du public dans un 3e temps d'ailleurs, après cette table ronde où on aura environ 30 minutes de questions-réponses avec vous, cher public. Voilà, ça c'était pour l'ouverture. Alors, sans plus attendre, peut-être Sébastien Caté-Wagner, on peut peut-être vous présenter et puis commencer par la présentation PowerPoint. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, Sébastien Caté-Wagner, donc je suis le directeur de programme du plan initiative copropriété, donc les copropriétés en difficulté. Et, je suis là aujourd'hui pour présenter MaPrimeRénov' copropriété. Pour l'info de tous, j'ai déjà été à AMO et syndic pour les copropriétés en difficulté pour l'entière d'information et je vais partager l'écran en espérant que cela fonctionne bien. Oui, le temps que vous partagiez, peut-être on peut faire un petit tour de table rapidement. Fatima Zora, pour se présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc, moi, je représente la société Énergie Pulse. Donc, on est une société de conseil qui accompagne les copropriétés qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation. On les accompagne dans la recherche et la structuration des financements qui sont nécessaires pour la concrétisation de ces projets. On travaille aussi bien sur les aides que les prêts bancaires et autant sur les financements collectifs qu'individuels. Merci Fatima Zora. Laurent Demas, pour se présenter. Il faut voir le micro. En bas à gauche. Laurent Demas, Verdurable. Donc, on est accompagnateur également de copropriétés pour projets qui ont des projets de rénovation. Donc, tout ce qui recouvre l'accompagnement et l'ingénierie financière donc sur les projets de rénovation de copropriété. Et la mise en œuvre donc des dossiers de subvention et des dossiers de financement. Luc Fly-Sainte-Marie.
Oui, donc je représente la société Eneos. Eneos, nous sommes bureau d'études et architectes. Notre vocation, c'est rénover pour préserver, donc rénover les bâtiments. Et concrètement, pour les copropriétaires, ça représente un accompagnement en phase amont sur toutes les questions de diagnostic, de caractérisation de la situation initiale, la situation de départ. Et puis, on est en capacité de les accompagner en maîtrise d'œuvre pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique et plus large. Merci Luc. Claude Pouet, pour se présenter rapidement. Oui, donc l'ARC, j'assure le soutien technique des copropriétés. Donc, je suis un ardent défenseur des intérêts des copropriétés et des copropriétaires. Et donc, on attendait avec impatience ma prime rénov copropriété. Donc là, maintenant, à nous de voir comment on peut le mettre en œuvre et comment les copropriétés peuvent mettre en œuvre ma prime rénov copropriété. Voilà, Claude, je crois qu'il faudra que tu partes un peu plus tôt par rapport au créneau. Frédéric, prendra le relais, Frédéric Collat, peut-être pour se présenter, prendra le relais sur les questions-réponses. Il faut ouvrir le micro, Frédéric. Oui, bonjour, Frédéric Collat, donc fondateur du bureau d'études thermiques Passive City. On est spécialisé donc dans la construction passive et également dans les diagnostics et rénovations des copropriétés. Voilà. Alors, ce que je vous propose à tous, c'est de fermer votre micro et votre caméra pendant la présentation, sauf Sébastien, bien sûr, la présentation de Sébastien Caté-Wagner pour l'ANA. Sébastien, on vous laisse présenter et puis on se retrouve après votre présentation pour la table ronde. Ok, merci beaucoup Xavier. Et n'hésite pas, s'il y a du chat ou des premières questions que je ne vois pas parce que je suis en plein écran pour la présentation, à m'arrêter s'il y a des questions qui arrivent. Ça marche. Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire une présentation la plus succincte possible pour pouvoir avoir des débats et répondre aux différentes questions des gens qui regardent cette présente vidéo. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est bien entendu le dispositif MaPrimeRénov' copropriété qui est ouvert depuis le 1er janvier de cette année à destination de l'ensemble des copropriétés du territoire. Donc, tout d'abord, des contextes et enjeux de la création de MaPrimeRénov', qu'il y avait un programme qui s'appelait à l'époque Habiter mieux copropriété, qui faisait déjà une aide aux syndicats à destination des copropriétés fragiles et en difficulté. On est aux syndicats de 25 à 50%, qui a engagé de bons résultats, puisque près de 13 000 logements avaient été rénovés depuis 2018. Et en tout cas, en retour d'expérience, on constate que les copropriétés qui s'engagent dans la rénovation énergétique ont vraiment besoin d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage qui les accompagne dans les différentes étapes de leur projet de rénovation de copropriété. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il fallait absolument une aide socle à destination des copropriétaires. Donc, cette aide aux syndicats qui ne regarde pas les revenus des occupants ou les loyers qui sont mis en œuvre par les propriétaires bailleurs, mais vraiment une aide qui soit visible pour l'ensemble des copropriétaires pour porter, on va dire, la décision en assemblée générale. Ça a été confirmé par à la fois la Convention citoyenne, la loi énergie-climat et le rapport de la DITP, qui est un organisme d'État qui regarde les différents projets de l'avenir, d'amplifier la dynamique de rénovation énergétique, parce qu'en copropriété, c'est le secteur de logement en retard par rapport à la maison individuelle ou d'autres immeubles collectifs, et notamment le logement social, qu'il fallait cette aide socle, massif et visible pour faire face en fait à la complexité de décision de copropriété et aussi le différents types de copropriétaires qu'on peut avoir. Un objectif aussi de sortir les copropriétés des étiquettes F et G, c'est-à-dire celles qui sont en précarité énergétique d'ici 2028, et bien entendu de pouvoir bonifier les copropriétés qui atteindraient des étiquettes A et B, soit la norme BBC actuelle. Et donc, il y a eu l'idée de créer le dispositif MPR copropriété qui est destiné à l'ensemble des syndicats des copropriétaires de France, de Corse et d'Outre-mer. Donc, les différents enjeux de MPR copropriété, c'est favoriser la rénovation énergétique des logements collectifs, lutter contre la précarité énergétique et aussi renforcer ce qui est le cœur de métier de l'ANA, qui est une agence à vocation sociale, les dispositifs d'aide à destination des copropriétés fragiles et en difficulté en ayant des modalités d'action adaptées pour elles.
Et bien entendu, c'est de compléter les outils à disposition des collectivités, parce que je rappelle que l'ANA, on est une agence qui délègue en fait l'ensemble de ses pouvoirs, en tout cas pour les copropriétés, soit au DDT, donc aux mains des préfets, soit auprès des collectivités locales qui ont pris la délégation de pouvoir de l'ANA. Quelques chiffres clés quand même pour un peu voir l'ensemble du parc de copropriété. Donc, c'est 740 000 copros, soit près de 9,7 millions de logements. Ça représente 26% du parc résidentiel national. C'est près de 2,3 millions de logements qui sont dans les copropriétés, qui sont potentiellement fragiles ou en difficulté. Ça représente presque 23% du parc en copropriété. Et près d'1 million de logements qui sont aujourd'hui en copropriété en étiquette F ou G, soit près de 11% du parc qui est en passoire énergétique aujourd'hui. Donc, l'objectif de MPR Copropriété pour 2021 et 2022, c'est de pouvoir rénover 110 000 logements en copropriété. Le régime d'aide, il a voulu être le plus simple possible et le plus compréhensible possible pour tous. Donc, il a 2 aides à la pierre. Je précise bien que c'est à la pierre parce que ce sont des instructions qui sont locales, qui sont socles. Tout d'abord, ce que je vous disais en préalable, le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est obligatoire pour bénéficier de MPR copropriété, qui fait un accompagnement technique, social et financier du syndicat des copropriétaires, et je préciserai les différentes missions dans les slides ultérieurs. Et un financement d'une aide aux travaux au syndicat est proportionnel donc au montant des travaux, avec des primes complémentaires selon les projets des copropriétés et l'état d'occupation de la copropriété, un bonus sortie de passoire pour les copropriétés qui sortent des étiquettes F et G, un bonus basse consommation pour les immeubles qui, après travaux, atteignent les étiquettes A ou B, une prime copropriété fragile ou en difficulté pour le cas spécifique des copropriétés fragiles en difficulté, et des primes individuelles à destination des propriétaires occupants modestes ou très modestes qui composent la copropriété. Alors, vous me direz, une copropriété en difficulté fragile, c'est quoi? Parce que chacun a sa propre définition. Ben, je vous donne les définitions au niveau de l'ANA. Les copropriétés en difficulté sont d'abord celles qui sont sous administration provisoire au titre de l'article 29.1 de la loi 65, donc là où le juge a ordonné la mise en place d'une administration provisoire pour redresser la copropriété, et où les copropriétés qui sont sous dispositif ANA, donc je m'excuse de l'administration classique où vous voyez hors code, OPA, OPA-RU, OPA-CD, donc je les précise bien entendu. Donc hors code, ce sont les opérations de requalification de copropriétés dégradées. Donc aujourd'hui, il y en a 4 sur le territoire, 3 d'intérêt national que sont Grigny, Clichy et Mantes-la-Jolie, et une autre de droit commun qui est à Metz, au quartier Borny. Les plans de sauvegarde, les OPA copropriétés dégradées et les volets copropriétés d'OPA ou d'OPA-RU, c'est renouvellement urbain. Ça, c'est pour les copropriétés en difficulté. Et pour les copropriétés fragiles, donc c'est un ou, c'est soit l'un ou soit l'autre ou les deux, c'est soit avoir un taux d'impayé supérieur à 8% des comptes approuvés de l'année N-2 ou être en secteur NPNRU, c'est-à-dire dans les territoires de requalification urbaine menés par l'ANRU, qui permet, que ce soit pour les copropriétés en difficulté ou copropriétés fragiles, d'avoir une prime de 3 000 € par logement sous couvert de récupération des C2E par l'ANA. Alors, MPR copropriété, les définitions éligibilité. Donc, on a voulu aussi que l'éligibilité soit la plus claire possible. Tout d'abord, être immatriculé au registre national d'immatriculation de copropriété, ce qui est obligatoire pour obtenir toute aide publique classique. Donc, avoir un projet de travaux ayant un gain énergétique d'au moins 35%. Donc, rien qu'en regardant le terme 35%, le chiffre 35%, on n'est pas dans de la rénovation par geste, on est dans de la rénovation globale pour pouvoir atteindre ce gain énergétique. Et donc, contrairement à ce qu'on peut voir dans le MPR individuel, c'est vraiment, on demande en copropriété une rénovation globale. Et être composé au moins de 75% de l'eau d'habitation principale en nombre ou en tantième et construit depuis plus de 15 ans. Répondre à ces 3 critères d'éligibilité, ça permet la mobilisation de la subvention AMO et subvention travaux. Alors, pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est, je rappelle, obligatoire pour bénéficier de MPR copropriété, où les AMO doivent être référencés par les services instructeurs de chacun des départements. Il y a 3 grandes missions. Un accompagnement technique, on aide à la définition du projet des travaux en lien avec la maîtrise d'œuvre. On appuie le syndic et le conseil syndical pour préparer les assemblées générales et pour que le vote se passe bien et de faire mieux expliciter, rendre des comptes
sur ce projet de travaux qui est ambitieux, hein, parce que pour les copropriétés qui sont en gestion courante, en fait, on passe à une gestion projet, donc qui est complexe pour une copropriété parce que c'est pas adapté, la 65 n'est pas adaptée à une gestion de projet, donc d'où ce besoin vraiment d'accompagnement et bien entendu un suivi des travaux en appui du syndic, donc c'est bien le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Bien entendu, il y a aussi un accompagnement des copropriétaires et notamment les repérer les copropriétaires qui pourraient être éligibles à d'autres aides que MPR copropriété, donc les aides des collectivités locales, les aides des caisses des retraites, les aides d'Action Logement. Tout ça pourrait être aussi pouvoir être cumulé pour pouvoir solvabiliser au mieux les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs. Et bien entendu, le montage des dossiers d'aide individuels. Et un accompagnement financier administratif que les gens autour de la table connaissent très bien, je pense, qui sont l'élaboration du plan de financement, le montage des dossiers de subvention et des demandes d'acompte et de paiement, et le montage du plan de financement global, qui peuvent être l'éco-PTZ, le préfinancement des subventions, etc., etc. Donc, le financement de cet AMO, donc c'est 30% avec un plafond de dépenses de 600 €, donc c'est-à-dire une aide maximum de 180 € par logement, avec une aide plancher. On a pensé aux petites copropriétés qui sont des fois de 3-4 lots, où 180 €, ça ne peut pas être assez, donc d'avoir une aide minimum de 900 € par copropriété. Et je précise aussi, pour les copropriétés en difficulté, cette AMO est déjà incluse dans les dispositifs programmés que payent les collectivités locales. Pour le financement des travaux de MPR copropriété, donc bien entendu, ce sont tous les travaux pour permettre l'amélioration des performances et de gains énergétiques de 35%. Ça porte sur les parties communes de la copropriété, donc le ravalement de la façade avec isolation thermique, la toiture, ça peut être les équipements communs, le chauffage collectif, etc., etc. Ça peut porter, si la copropriété vote en assemblée générale, les intérêts collectifs sur les parties privatives, donc qui peuvent être les fenêtres, les VMC, les robinets thermostatiques. On prend bien entendu en compte les dépenses techniques qui sont la maîtrise d'œuvre, le bureau SPS et le bureau de contrôle. Et vous aviez bien entendu, ce financement est à 25%. Et ensuite, vous avez les bonus selon en fait le projet de travaux de la copropriété. Si elle est en étiquette d'origine F et G et qu'elle sort de ces étiquettes après travaux, elle a un bonus sortie de passoire. Si à la sortie de travaux, elle a une étiquette A ou B, elle a un bonus basse consommation. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une prime copropriété fragile et en difficulté à destination des copropriétés qui sont l'histoire de l'ANA, l'historique de l'ANA. Et une prime individuelle à destination des propriétaires occupants modestes et très modestes qui, contrairement au dossier Habitat mieux auparavant, où on demandait un engagement du propriétaire, là, il n'y a plus du tout d'engagement. C'est vraiment une prime à destination des propriétaires sans engagement de 6 ans, parce qu'il fallait rester à la base 6 ans pour pouvoir bénéficier de l'aide Habiter mieux. Donc, un tableau global des différents types d'aides. Donc, pour les copropriétés, on va dire classiques, qui sont ni fragiles, en difficulté, donc vous avez une aide socle de 25% du montant des travaux plafonné à 15 000 € par logement, un bonus passoire énergétique de 500 € par logement, un bonus basse consommation de 500 € par logement, une prime individuelle de 750 € par propriétaire occupant modeste et 1 500 € par propriétaire occupant très modeste. Et bien entendu, ils peuvent aussi valoriser les C2E donc dans leur plan de financement. Et pour les copropriétés fragiles et en difficulté, donc le taux d'aide peut modifier, peut passer de 35 à 50% pour les copropriétés en difficulté. Et il y a une prime, ce que je disais tout à l'heure, la prime copropriété en difficulté et fragile de 3 000 € par logement, sous couvert de récupération des C2E, cette fois par l'ANA. Et voilà, j'ai été assez rapide. Je suis là pour répondre aux questions parce que j'ai quasiment terminé mon PowerPoint. Mais pour préciser encore 2 choses, on a mis en place des outils de communication. Et donc, sur le site ana.fr, on a mis la foire aux questions, l'instruction de MPR copropriété, le parcours pas à pas à destination des syndics, comment je fais mes différentes étapes, un guide spécifique pour les assistances à maîtrise d'ouvrage. Et bien entendu, on a posé aux instructeurs qui sont dans les DDT ou dans les collectivités locales, où il y a un guide qui leur est dédié pour instruire les différents dossiers de MPR copropriété. Donc, tout ça est à disposition sur le site ana.fr. Dernière chose, c'est on se met en position de syndic. Donc, le dépôt de dossier, comment ça se passe? Donc, c'est le syndic créé, qui est représentant légal de la copropriété, qui crée le compte. Il désigne son AMO. S'il l'a déjà, il n'a plus qu'à le sélectionner. S'il n'a pas d'AMO, il est renvoyé par l'espace faire qui va l'orienter vers les AMO qui sont présents dans le territoire.
Ensuite, c'est l'AMO qui a la main dans le dossier informatique où il dépose l'ensemble des pièces justificatives. Et bien entendu, comme le syndic est représentant légal de la copropriété, c'est lui qui va appuyer sur le bouton pour valider le dossier de demande qui sera instruit par la suite par la DDT ou la collectivité délégataire. Et voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et j'ai parlé vite, donc j'ai besoin d'un petit verre d'eau. Voilà, merci beaucoup Sébastien. On arrête le partage d'écran. C'est ce que vous venez de faire. On va ouvrir les caméras pour tout le monde et on va rentrer dans les. Il y a déjà les premières questions qui tombent, mais peut-être on peut commencer par un premier tour de table entre nous. Est-ce que vous êtes tous là? Je voyais pas Fatima, Zora. N'hésitez pas à ouvrir les micros comme ça. Vous êtes sûr, il n'y avait pas de bruit, s'il n'y a pas de bruit derrière. Fatima, Zora, alors peut-être on peut commencer sur ce point de vue. On peut faire un retour de l'ingénieur financier. La question qu'on peut se poser, c'est qui peut réaliser cette prestation d'AMO, hein, même si c'est décrit par Sébastien, et qui sont ces AMO finalement. Oui, qui sont ces AMO et peut-être aussi quand est-ce qu'il faut faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Le petit schéma que montrait Sébastien tout à l'heure à la fin des derniers slides est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a des copropriétés qui font les choses dans l'ordre et qui sont autour des bons prestataires quand il faut, au moment où il le faut. Et puis, il y en a d'autres qui le font un peu dans le désordre. Et donc, ils vont aller trouver de nouveaux prestataires au fur et à mesure que le projet avance et finalement au fur et à mesure que le besoin s'exprime. Et nous, ce qu'on préfère en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est évidemment les projets qui se font dans l'ordre. Et dans l'ordre, ça veut dire aller missionner, aller trouver une assistance à maîtrise d'ouvrage, idéalement référencée auprès de l'ANA pour que la copropriété s'assure qu'elle est bien habilitée à l'accompagner dans le cadre du mécanisme de MaPrimeRénov' copropriété. On reparlera peut-être après du référencement des assistances à maîtrise d'ouvrage. Et puis une maîtrise d'œuvre. Donc l'assistance à maîtrise, je vais surtout parler de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais ce qu'on aime, ce sont les copropriétés qui viennent nous chercher en même temps que la maîtrise d'œuvre. Alors pourquoi? Parce que évidemment l'assistance à maîtrise d'ouvrage doit accompagner la copropriété tout au long du projet et finalement selon le même phasage que le maître d'œuvre. Cet accompagnement se fait en 2 étapes, en 2 grandes phases qui sont connues. La conception qui va jusqu'au vote des travaux et puis une phase travaux, une fois que les travaux sont votés, la réalisation des travaux, suivi de chantier, etc. Oui. Et puis l'ébouclement des financements à la fin des travaux. Oui. La question que je voulais poser du coup à Sébastien, c'est lorsqu'un syndic vient chercher une assistance à maîtrise d'ouvrage alors que le projet est déjà démarré, comment il peut faire pour la missionner, pour la faire passer, parce qu'il doit faire passer cette prestation de l'Assemblée générale. Souvent, le montant des honoraires dépasse les habilitations du conseil syndical ou du syndic. Donc, si on revient sur le dernier slide, lorsque le syndic fait la demande sur le service en ligne et qu'il va chercher une assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'il n'en a pas, et donc c'est le conseiller FER qui est censé le conseiller et l'orienter, ça veut dire faire un peu les choses pas forcément dans l'ordre, parce qu'il faudra du coup présenter cette prestation à l'Assemblée générale, donc peut-être il serait peut-être du coup nécessaire de revenir un petit peu en arrière dans le projet, attendre une Assemblée générale, missionner une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est un peu brouillon. Oui, comment s'insère, finalement, la question, Fatima Zora, c'est comment s'insère dans ce projet quand ce schéma idéal qu'a montré Sébastien n'est pas tout à fait respecté dans l'ordre. Sébastien? Oui, et ça arrive assez souvent qu'on ait des copropriétés qui ont déjà préparé leur projet de travaux sans faire d'AMO. Il est clair, donc il y a un rattrapage qui est obligatoire parce qu'en tout cas pour l'ANA, il est essentiel d'être accompagné par une AMO pour les différentes missions que j'ai citées. Donc on fait ce système de rattrapage avec le syndic, on lui oblige à prendre une AMO et donc le conseiller FER lui indique toutes les AMO qui sont présentes sur son territoire. Donc oui, le plus souvent, il y aura une nouvelle assemblée générale pour pouvoir missionner l'AMO, sauf ça peut arriver que des fois le conseil syndical ait la possibilité de le faire, mais des fois les montants sont trop importants et donc ils vont devoir refaire cette assemblée générale. Mais je préfère qu'on perde un peu de temps pour que l'AMO puisse bien vérifier l'ensemble de ces travaux, si tout est éligible, de bien voir le plan de financement
de la copropriété et peut-être des autres offres que pourrait avoir la copropriété hors aide de MPR copropriété, mais d'autres aides qui sont possibles dans les territoires. Donc, en fait, c'est reculer pour mieux rebondir, pour moi, parce que l'AMO, en tout cas, on l'a bien vu, parce que depuis 1994, on demande une AMO pour les copropriétés en difficulté et fragiles. On l'a bien vu que l'AMO permet vraiment d'avoir une belle réalisation de travaux et que ça aboutisse. Oui. Luc, il y avait une remarque, je vois que tu levais la main. Oui, j'avais une pensée pour toutes les collectivités qui ont déjà mis en place, au titre des plateformes de rénovation énergétique, des missions, enfin plutôt des missions d'accompagnement avec des AMO justement qui sont et techniques et financiers. Comment est-ce que MPR copropriété prend en compte cette dimension? Alors, je savais que j'allais répondre à plein de questions, donc je me lance. Il va falloir vraiment que je prenne beaucoup de verre d'eau. Mais là-dessus, en fait, avec les collectivités, il y a eu avant de lancer MPR copropriété, on les a toutes interviewées pour une grande partie pour savoir comment ça se passait sur leur territoire et notamment les missions d'AMO qu'on demandait. Et certaines d'entre elles n'avaient pas toutes les missions d'AMO qu'on réclamait là-dessus, notamment celle de l'accompagnement social, qu'elle trouvait un peu trop forte, en tout cas de ce qu'on demandait. Donc, ce qu'on a préconisé et ce qui est indiqué dans l'instruction, c'est que l'AMO, qui est déjà financée par la collectivité, qui reprend le plus souvent l'échelle technique et l'échelle administrative, pas besoin de refaire un nouveau dossier d'AMO parce que c'est déjà fait par le PTRE de la collectivité. Et par contre, de missionner une partie d'AMO spécifique juste pour la partie sociale, qui est le plus souvent manquée dans les PTRE des collectivités, pour qu'on finance cette partie d'AMO manquante, en tout cas dans nos objectifs de MPR copropriété. Ouais. Claude, quand on regarde l'aspect, finalement, les remontées des copropriétaires, finalement, vis-à-vis de ce dispositif MPR. Oui, alors là, non, bon, j'ai plusieurs remarques, mais sur l'AMO. Donc, j'ai bien relevé, Sébastien, ce que tu as dit, c'est-à-dire que même un dossier qui est déjà engagé, où il y a déjà un maître d'œuvre qui est désigné, tout ça, hein, le dossier ne passera pas chez vous s'il n'y a pas d'AMO, hein, si la copropriété ne prend pas d'AMO. Hein, c'est bien ça, hein? Bon, j'ai vu, parce que là, il y a un participant qui a aussi posé la question, c'est qu'entre AMO et maître d'œuvre, la frontière, elle est pas bien claire aujourd'hui. Je vois que c'est Jacques Thierry, je crois, donc un participant qui dit, mais est-ce que le maître d'œuvre pourrait être AMO? Alors, je sais qu'il y a des débats. Je crois que j'ai vu passer des communications des conseils d'architectes. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que tu en penses là, sur la répartition des rôles entre l'AMO et le maître d'œuvre? Alors, je vais répondre réglementairement parlant. Un maître d'œuvre peut aussi être AMO. Mais par contre, il y a deux choses à respecter. Il doit avoir un contrat d'AMO séparé du contrat de maîtrise d'œuvre et il doit avoir les prestations qu'on demande dans le titre de l'AMO qu'il doit respecter de bout en bout. Là-dessus, tu as entièrement raison, Claude, et je me permets de tutoyer parce que j'ai fait mes études au Canada, mais tu me dis si j'ai pas le droit de. Je te Si, tu y vas. Mais en gros, on a bien vu en fait la problématique de frontière entre ce que c'est le rôle d'une maîtrise d'œuvre et le rôle d'une AMO. Et donc, il y a une fiche spécifique sur le rôle d'une maîtrise d'œuvre et le rôle d'une AMO qui sera publiée la semaine prochaine sur le site ana.fr qui rappelle les rôles de chacun pour bien différencier, pour bien faire la frontière du rôle de chacun, parce qu'on ne sait pas du tout la même assurance, responsabilité d'une maîtrise d'œuvre par rapport à une AMO. Et donc là-dessus, il faut bien faire attention. Mais en tout cas, au niveau réglementaire, un maître d'œuvre peut aussi être AMO, mais il doit répondre aux différentes missions qu'on demande dans l'AMO, l'accompagnement technique, l'accompagnement social et l'accompagnement administratif financier que peu de maîtres d'œuvre peuvent faire, sauf quand ils sont dans des cabinets regroupés, comme on peut le voir, ce qui s'est développé ces 10 dernières années. Excusez-moi, je cite des noms de cabinets qui sont le cabinet Reanova ou le cabinet Cenova qui englobe l'ensemble de ces missions. Oui, il y a des cabinets qui englobent l'ensemble des missions. Alors, peut-être justement, Laurent, demain, on peut continuer là sur cette. Je sais que tu voulais en parler de la mission de l'AMO et la périmètre de sa mission. Oui, tout à fait. Je pense que dans la continuité de ce que disait Fatima Zora, l'AMO doit intervenir au tout début. Et la question se pose de après, jusqu'où doit aller la mission de l'AMO une fois le dossier voté, parce que notamment il y a écrit dans ce texte-là, mais pas toujours. Je crois qu'il y a d'autres textes où c'était pas noté,
le suivi des travaux en appui du syndic. Alors, le syndic, ça fait partie de sa mission. Le maître d'œuvre est missionné, c'est le cœur de sa mission. Et l'AMO intervient également dessus. Donc, jusqu'à quel niveau il faut aller, puisqu'on ne voudrait pas doublonner inutilement et facturer inutilement du temps passé, sachant que le maître d'œuvre est en principe le principal responsable de suivi des travaux et qu'on va intervenir, nous, plutôt sur l'aspect administratif à la fin pour finaliser et obtenir les paiements en début et en fin de chantier. Oui, alors, Sébastien, je réponds à la question de Laurent. En tout cas, pour nous, l'AMO doit aller jusqu'au bout, jusqu'au dossier de solde de subvention, c'est-à-dire de l'accompagnement administratif du syndic pour obtenir le solde de subvention de MPR, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout et de demander le solde et que l'Agentiana ait payé à temps les subventions de la copropriété. D'accord. Mais la notion d'appui, de suivi du travaux, donc c'est plutôt dans sa dimension administrative, pas technique. Je confirme, c'est dans le suivi administratif pour voir s'il peut y avoir des demandes d'acompte, de paiement de solde, etc. Oui. Je voyais une question de Patrick d'ailleurs qui est là, qui dit je vous fais un petit quiz allez, à tous et toutes, c'est est-ce que l'AMO est nécessaire, utile si le taux de 35% n'est pas atteint? Oui, non? Alors, je vais répondre à la place, mais après vous me direz. L'AMO est toujours utile. En tout cas, dans toutes les évaluations qu'on a faites, même si le gain énergétique de 35% n'est pas atteint, d'avoir une AMO, c'est un véritable accompagnement du syndic, du conseil syndical et des copropriétaires. Parce que, comme je vous le disais pendant ma présentation, une copropriété, elle est là pour faire de la gestion courante. Et passer en gestion de projet, même si c'est des travaux qui sont moins d'ampleur que le gain de 35% d'énergie, il faut avoir cette AMO qui peut regarder les C2E que vous pouvez avoir, les différentes tranches de travaux qu'il peut avoir. Et vraiment, cet accompagnement est vraiment essentiel parce qu'en copropriété, on le sait tous, il n'y a pas une maîtrise d'ouvrage qui est le syndicat des propriétaires, il y a une multitude de maîtrises d'ouvrage qui sont les copropriétaires. Il faut bien cette AMO qui permette en fait cet accompagnement de copropriété, mais c'est que mon avis. Oui, Claude, sur ce sujet. Oui, non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Hein, le fait de défendre la présence du DAMO, tout ça, même nous, l'ARC, on s'est mis à faire de l'AMO, enfin de l'AMO à nous. Hein. Et donc, je voudrais, donc, puisqu'on a parlé des 35%, donc ouvrir un deuxième débat. Hein, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui me remonte des copropriétés, hein, je veux dire, ça c'est hein, le vécu, c'est que il y a des copropriétés qui disent, mais attendez, on va avoir du mal à faire les 35%. D'abord parce qu'on a déjà fait des travaux. Hein, on a par exemple fait de l'ITE, hein, mais ça y est, c'est derrière nous. Hein, donc maintenant, on voudrait s'occuper des terrasses, on voudrait faire d'autres travaux, mais on ne va pas atteindre les 35%. Alors, bon, c'est un peu provoquant ce que je dis, Sébastien, c'est est-ce qu'on peut repêcher, faire du repêchage, c'est-à-dire les travaux qu'on a déjà engagés, est-ce qu'on peut les prendre dans les 35%? Enfin, comment on peut essayer de prendre en compte le fait qu'il y a des travaux qui ont été engagés, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on met la pression sur les copropriétés pour rénover et tout ça, hein, mais ça, maintenant, elles sont prises de court. Oui, ce que tu veux dire, Claude, c'est que les bons élèves, finalement, sont pénalisés par ce dispositif. Les bons élèves sont pénalisés. Bon, on va le dire comme ça. Voilà. Le cap de 35%, il est vrai qu'il est difficile à atteindre pour certaines des copropriétés. Il faut être honnête envers l'ensemble des interlocuteurs, que ça va être vraiment des vrais projets de rénovation globale qui vont permettre d'atteindre ce gain de 35%. Ensuite, il y a eu beaucoup de débats, c'est-à-dire de revenir sur un gain énergétique de 25%, mais on a eu un bon cas de beaucoup de prestataires, de collectivités qui disaient si vous abaissez le taux, en fait, il ne va jamais avoir de vraie rénovation globale. On a besoin en fait d'un taux de gain énergétique minimum qui permette vraiment d'engager l'ensemble des copropriétés là-dessus. La deuxième chose, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une instruction qui est locale. Et donc, chaque copropriété a son histoire. Et je vais vous raconter une des histoires qui s'est passée dans un département qui commence par un C et qui finit par OR. Comme ça, les gens verront peut-être de quel département je parle. En fait, la copropriété a dit, voilà, j'ai dû faire ma chaufferie en urgence l'année dernière parce qu'elle a explosé. Et grâce à elle, en fait, j'aurais pu atteindre le gain de 35%, alors que maintenant, je vais faire que l'ITE, je vais faire que la toiture et je n'aurai pas de gain de 35%. Comment je fais? Et la délégation locale a accepté d'inclure dans le gain énergétique les travaux qui avaient été faits l'année d'avant, parce qu'il y avait une urgence au niveau de la chaufferie, etc. Donc, il faut discuter toujours avec vos DDT, vos collectivités,
en tant qu'AMO, etc., pour voir s'il peut y avoir aussi des travaux qui peuvent être inclus, parce que chaque copropriété a son histoire. Et l'histoire de la chaufferie, c'est beaucoup de propriétés peuvent avoir ça, des toitures qui étaient fuyardes, donc on a refait la toiture, on en a profité pour faire de l'isolant, etc. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça qui permettraient de repêcher les copropriétés. Et ça, c'est chaque délégation locale, et c'est ça que j'aime à l'ANAS, c'est que les décisions se font au niveau local, donc c'est les DDT ou les collectivités qui décident de repêcher les copropriétés selon leur état de connaissance des copropriétés. Ouais. Mais ça, c'est très intéressant. Alors, un peu, parce qu'il y avait une question. Je ne voyais pas très bien le rôle des DDT. Hein. Donc, là, donc, si je comprends bien, au niveau régional, hein, ce sont les DDT qui vont instruire les dossiers MaPrimeRénov', hein, et qui auront cette marge de manœuvre éventuellement de dire, mais là, ils ont engagé des travaux il y a 1 ou 2 ans qu'on peut prendre en compte. C'est bien ça? J'ai bien compris? La DDT, c'est ça. Ce qui est bien en copropriété, c'est que les instructions se feront vraiment au niveau local, c'est-à-dire à l'échelle du département, qui prend en compte en fait l'évaluation sociale, économique et environnementale de la copropriété, donc son histoire, qu'on ne peut pas faire s'il y a une instruction nationale, parce que si c'est une instruction nationale, vous voyez l'exemple que je donnais de la chaufferie, l'instructeur national, il s'en fout. Et c'est pour ça qu'il faut un regard local, et c'est pour ça qu'on a voulu que les dossiers, en tout cas d'instruction des aides, se fassent au plus près localement des copropriétés, et surtout pour que les syndics et les AMO aient un interlocuteur, et pas un numéro indigo, etc., mais au moins quelqu'un qu'on peut voir physiquement. Enfin, quand cette crise sanitaire s'arrêtera, je l'espère un jour, ça sera en visio pour l'instant, mais en tout cas qu'il y ait toujours un interlocuteur local qui réponde aux questions qu'ont les syndics, qu'ont les copropriétaires et qu'ont les AMO. C'est très clair, c'est très bien. On avait effectivement une question, là, on parle des travaux, là tu as donné Sébastien un exemple, Fatima Zora peut-être et Laurent, je sais qu'on avait eu un débat sur les types de travaux qui sont pris en compte dans ces, et on peut éclairer peut-être les copropriétaires qui nous entendent, qui sont pris en compte, et notamment la séparation qui n'est pas si simple que ça entre travaux de partie privative et travaux de partie commune. Peut-être on peut éclairer nos Fatima Zora ou Laurent? Tout à fait. Je crois qu'il faut préciser que les fenêtres dépenses qui sont privatives donc peuvent être intégrées dans MaPrimeRénov' copropriété. Et c'est pas une démarche individuelle avec MaPrimeRénov' classique qu'il faut faire à côté, mais c'est qu'on peut intégrer les fenêtres privatives dans MaPrimeRénov' copropriété. C'est une très bonne chose. Je crois également ça a été précisé les robinets thermostatiques. Voilà. Donc alors moi j'avais une question sur l'aspect pratique des fenêtres. Voter les fenêtres en copropriété, il y a 2 moyens. Soit on passe par un vote optionnel et ne change que ceux qui le souhaitent, soit on passe par un vote à l'article 25. Qu'en est-il du financement? Est-ce qu'il va varier suivant le mode de vote de ces parties privatives? Alors là-dessus, on est vraiment sur les intérêts collectifs. Donc il faudra un vote à l'article 25 et non pas individualisé, parce que c'est comme ça que la copropriété devient maître d'ouvrage du changement des menuiseries, alors qu'elle ne l'est pas quand c'est quelque chose d'individuel. Donc, c'est pour ça qu'il nous faudra ce vote à l'article 25 que les menuiseries passent en partie privative. Après, je tiens à rassurer les copropriétaires, cela dépendra de la maîtrise d'œuvre et de l'AMO. On ne change pas toutes les fenêtres. Celui qui vient de changer ses fenêtres et qui sont aux normes, il n'a pas à les changer. C'est vraiment un regard au cas par cas, fenêtre par fenêtre, de ce qu'il faut modifier pour la copropriété. Oui, Fatima Zora, il y avait un complément d'information là qu'on peut donner là sur. Est-ce que toi, les copropriétaires finalement font beaucoup de demandes sur les aides et le nouveau fléchage de toutes ces aides? Oui, en fait, la question il y a toujours une inquiétude par rapport à ces parties privatives au moment où on explique que pour les intégrer dans l'enveloppe d'une aide collective ou dans un financement collectif, y compris dans les copré à taux zéro ou un prêt collectif, la question, c'est toujours de savoir si un copropriétaire sera amené du coup à payer les fenêtres de son voisin d'une part, et puis d'autre part, parce qu'on pense qu'en fait, on le met dans un pot commun et on répartit après le coût sur tous les copropriétaires. Et après, l'autre inquiétude, c'est de savoir comment se fait la répartition de cette subvention. Ceux qui ont des fenêtres à changer s'inquiètent de savoir si la subvention sera bien proportionnelle au coût de leurs fenêtres, de leurs dépenses. Oui. Et donc là, effectivement, c'est tout le travail de l'assistance en maîtrise d'ouvrage et du maître d'œuvre de rassurer les copropriétaires, de leur expliquer que selon la loi de 65, avec la loi Allure, du coup, c'est la loi Allure qui a permis cela, une copropriété peut intégrer
les fenêtres, ou en tout cas les assimiler à des parties communes, même si ça reste des parties privatives. Donc, elles changent de statut et ça devient des parties privatives d'intérêt collectif. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est, comme disait Sébastien, c'est de faire en sorte que ce soit le syndicat des copropriétaires qui est maître d'ouvrage. Donc, on a la main plus facilement, finalement, sur le remplacement de ces fenêtres, qui, lorsqu'elles sont encore parties privatives, c'est compliqué de demander aux copropriétaires de remplacer les fenêtres. Alors qu'une fois qu'elles sont votées, c'est la copropriété qui devient maître d'ouvrage. Et effectivement, on peut contraindre les copropriétaires, intelligemment évidemment, mais on peut mettre des contraintes au remplacement de ces fenêtres. Et donc, ça facilite l'atteinte de minimum de gains sur les consommations d'énergie. Très souvent, sur des copropriétés, il y a une certaine typologie de copropriété où on ne peut pas atteindre ce minimum de 35% si on n'intègre pas dans le programme de travaux le remplacement des fenêtres. Et donc, on ne peut l'intégrer que si on le vote en assemblée générale. Donc, chaque copropriétaire reste responsable du paiement, évidemment, des fenêtres de son appartement, des lots qui lui appartiennent. Et puis, la répartition de l'aide, après, se fait… donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage aide aussi le syndic et la copropriété à déterminer cette répartition, la répartition de l'enveloppe d'aide. Et l'idée, c'est qu'elle soit effectivement proportionnelle aux travaux éligibles, au coût des travaux éligibles. Chacun percevra une quote-part de cette aide en fonction de ce qu'il aura payé et qui sera du coup éligible à ma prime rénov' copropriété, à cette aide. J'avais une question en fait sur l'effet rétroactif, effectivement, des travaux. C'est intéressant. On a posé la question récemment pour une grande copropriété, assez grande taille, qui avait entendu parler de ma prime rénov' individuelle l'année dernière et qui devait réaliser des travaux sur l'étanchéité de ces bâtiments. Donc, ils ont pensé que faire les travaux après le 1er octobre 2020, ces travaux donc sur l'étanchéité, l'isolation thermique des toitures, leur permet, que s'ils faisaient ces travaux entre le 1er octobre 2020 et là, c'est en cours jusqu'à fin mars 2021, ne les empêcherait pas d'intégrer ces travaux, donc l'isolation thermique de ces toitures, dans le calcul du gain sur les consommations d'énergie, cette fois-ci sur un programme de travaux qui sera voté là bientôt. Donc, en fait, c'est dans quelle mesure peut-on intégrer un lot de travaux éligibles à ma prime rénov' copropriété qui est en cours actuellement dans l'enveloppe ma prime rénov' copropriété. Alors là-dessus, on a fait une circulaire à la destination des DDT, des collectivités, pour, dans le cas de votre exemple, d'essayer de les prendre le plus en compte. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de contacter la DDT pour la prévenir de ce dossier-là, et notamment de ces travaux qui ont déjà été réalisés dans les délais qui étaient impartis, c'est-à-dire à partir d'octobre, parce que Madame la ministre avait dit que tous les devis signés pouvaient être inclus dans MPR copropriété. Donc, c'est de contacter votre DDT, en tout cas où est domiciliée la copropriété, pour les prévenir qu'il va y avoir ceci pour qu'ils puissent vous répondre et remonter auprès de l'ANASIEGE s'il y a des questions en plus qui se posent. Oui, ce qu'on peut voir, Claude, je ne sais pas si Claude est encore avec nous. Claude est là, voilà, va ouvrir sa caméra. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'il y avait un dispositif qui était en place. Là, il faut reprendre un peu de recul. Hein, c'est ce que disait Sébastien, pour intégrer ces aides, pour réfléchir sur les travaux. Est-ce que les copropriétaires se disent pas, mais du coup, ça me retarde dans mes projets de travaux et comment je vais arriver à rentrer dans ce dispositif alors. Et puis la deuxième, le corollaire de cette question-là, c'est ce que disait Sébastien, c'est que la DDT, en tout cas l'administration, est-ce qu'elle a mis les moyens pour pouvoir répondre aux questions? Parce que finalement, ce que j'en entends, c'est du sur-mesure. Là, on a sur ces sujets-là, donc il faut de la ressource humaine pour pouvoir traiter tous ces dossiers. Par rapport à ta première question, oui, c'est vrai. Nous, on le vit par exemple au 7 rue de Thionville, là où se trouve l'Arc, où on devait refaire les terrasses. Et donc, le conseil syndical a décidé de reporter l'opération de manière à globaliser, mais Fatima le sait encore mieux que moi, de globaliser l'opération de manière à rentrer dans un dispositif de rénovation globale et de bénéficier de MPR copropriété. Donc, oui, aujourd'hui, ceux qui ont des décisions à prendre, ils revoient les décisions qui éventuellement ont été prises pour essayer de globaliser leur approche par rapport à la rénovation.
Par rapport à ta deuxième question, des DDT, je ne sais pas, je suppose que Sébastien a une meilleure vision que moi ou peut-être Fatima et Laurent, et moi, je n'ai pas encore eu de relation avec les DDT sur cette question. Avant que Sébastien réponde, Fatima, Zora et Laurent, vous avez eu des retours déjà avec des DDT? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça fonctionne ou c'est encore trop tôt pour… Oui, on a comme toujours, parce qu'on connaît déjà nos interlocuteurs, on les connaît déjà depuis plusieurs années et ça se passe bien, on a des réponses, on a des personnes à qui parler, mais on sent encore qu'il y a des hésitations sur le fonctionnement de MaPrimeRénov' copropriété, parce que même si on a des choses qui sont établies, qui sont écrites dans les délibérations, etc., ben, il y a encore l'expérience sur le terrain qui fait qu'on a toujours de la jurisprudence qui reste à écrire. Et là-dessus, oui, on n'a pas toujours les réponses. Par contre, les gens nous disent, on n'a pas de réponse tout de suite. Par exemple, je reviens sur le cas que je t'expliquais tout à l'heure. On a demandé effectivement à la délégation locale et ils nous disent il faut qu'on voit, il faut qu'on en parle en interne, et il faut qu'on. Mais en tout cas, on a des interlocuteurs qui sont à l'écoute. Oui, les dossiers sont traités. Laurent, peut-être pour un retour d'expérience. Oui, je confirme qu'effectivement, on était déjà en contact avec les DDT avant. On a toujours eu des bons contacts et on a plutôt des gens qui sont vraiment très à l'écoute et assez réactifs. Et donc ça c'est bien parce que c'est fluide et qu'on n'a pas perdu le contact avec ce nouveau dispositif. Donc ça c'est une grande sécurité quand même au quotidien pour travailler. Mais par contre effectivement il reste des points techniques qui sont pas encore écrits et donc on n'a pas toujours les réponses, mais on a quand même des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas les réponses et ça c'est déjà une première sécurité parce qu'on sait qu'au sein de l'ANA les questions remontent et que les réponses reviennent régulièrement et qu'on va avoir la réponse à nos questions. Donc ça c'est je confirme que pour travailler, c'est assez confortable d'avoir une administration avec des gens disponibles et qui entendent bien les questions et qui sont parfois des questions vraiment très précises. Voilà, merci pour ce témoignage. Donc c'est rassurant. Peut-être on peut ouvrir un nouveau tableau sur cette table ronde sur la modalité de calcul thermique. Luc, pour les calculs thermiques pour les 35% d'économie d'énergie, vous avez travaillé déjà sur ces sujets pour faire ces calculs. La question qu'on peut se poser, c'est quoi le moteur de calcul? Est-ce que les bureaux d'études sont prêts? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Puis on avait une question qu'on se posait aussi. Est-ce qu'on peut cumuler? D'ailleurs, il y avait une question dans le public qui était plutôt sur une maison individuelle. Est-ce qu'on peut cumuler MaPrimeRénov' individuelle et MaPrimeRénov' copropriété? Bon, enfin, c'est ces questions-là qu'on se pose. Juste un petit mot, je passe le ballon à Frédéric. Bonne continuation. À bientôt, Claude. Merci à toi. Et puis, allez la France. Au revoir, Claude. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Oui, effectivement, la question, on va dire chapeau, c'est ces 35% d'économie d'énergie. Quel est l'outil ou quels sont les outils qui vont permettre de le déterminer pour les DDT et puis les délégations locales. La question qui vient derrière, c'est, je pense, à toutes les copropriétés qui ont réalisé leur audit énergétique réglementaire entre 2012 et 2017. Voire même un petit peu après, suivant les méthodes qui ont été utilisées, est-ce que ces audits sont réutilisables ou est-ce qu'il faut les modifier, enfin prévoir un complément? Il y a une question également d'un auditeur sur la subvention pour l'audit énergétique. Alors, je parle sous le contrôle de Sébastien, mais pour moi, l'audit énergétique, c'est une mesure de MaPrimeRénov' individuelle, donc il s'adresse aux maisons individuelles et non pas aux copropriétés. Et là, ce soir, on parle vraiment uniquement de MaPrimeRénov' copropriété. Voilà. Et est-ce que les bureaux d'études, du coup, vous utilisez des moteurs? Il y a plusieurs moteurs de calcul. Alors, sans être trop en restant, on peut citer quelques noms. Il y a la méthode THCEX. C'est pour vous perdre. Oui, mais c'est pas très. J'ai envie de dire, c'est pas très fun pour les gens qui nous écoutent. Mais effectivement, il y a la méthode THCEX, donc le moteur de calcul de la réglementation thermique sur l'existant. Je crois qu'il y a la méthode 3CL qui est également citée. Et qui est plutôt utilisé par les diagnostiqueurs immobiliers qui réalisent les DPE, DPE immeubles ou DPE logements. Et je crois qu'il y en a une troisième qui est plutôt à destination des espaces info-énergie ou des agences locales de l'énergie. Je crois que c'est Mediadem. Voilà. Et donc, les bureaux d'études, ils vont utiliser, ou les AMO, ils vont utiliser quelle méthode? Là, c'est…
Et est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre ce que tu disais, Luc, le calcul que tu pourrais faire de manière théorique dans un audit et puis le travail que ferait l'AMO, hein? Eh ben, effectivement, de toute manière, soit c'est une prestation qui est réalisée par l'AMO parce qu'il est outillé avec cet outil, soit l'AMO, j'ai envie de dire, vient chercher un bureau d'études pour réaliser cette note de calcul. Voilà un peu les deux cas de figure qui existent. Moi, je pense on a deux projets qui ont été initiés bien avant ma prime rénov copropriété. Aujourd'hui, on est sur le seuil de faire valider un programme de travaux ou alors de même faire valider des travaux. Et il faut un peu rétro-pédaler. Les gens ne comprennent pas forcément cette nouvelle contrainte qui nécessite forcément un complément d'études, donc un complément d'honoraires qui n'a pas forcément été prévu, anticipé lors des décisions d'Assemblée générale qui nous ont missionnés en tant que bureau d'études, en tant que maître d'œuvre. Oui. Voilà. Oui, Sébastien, alors finalement, c'est quoi la méthode quand on a fait des calculs avec des méthodes THEX, 3CL, et puis il y avait, c'est quoi la méthode qu'il faut adopter? Et puis il y avait une question là aussi que je vous pose à tous, hein, c'est les coûts de l'AMO, hein. Il y a des copropriétaires là qui posent cette question-là, ça coûte combien une mission d'AMO? Alors, au niveau des méthodes de calcul, au niveau de MPR copropriété, on est assez souple. C'est-à-dire qu'on prend à la fois le THCEX et le 3CL. Donc, c'est vraiment au choix, en tout cas, des copropriétés. On a voulu cette liberté pour éviter les blocages de projets. Que des copropriétés ont fait le calcul 3CL, qu'on leur demande, non, il faut faire le THCX, et donc ils sont obligés de s'arrêter. Inversement, c'est qu'on fait le THCX, on leur dit, non, il faut le 3CL. Donc, les deux sont possibles, mon capitaine. Sur les audits énergétiques ou évaluations énergétiques, qui datent un peu. Ce que les délégations vont regarder, c'est s'il y a eu des travaux entre-temps. Et s'il y a eu des travaux, notamment de rénovation énergétique en partie, qui ont été faits, il sera demandé une mise à jour de cet audit énergétique. Mais si, par contre, aucun travaux n'a été fait et que c'est justifié par le maître d'œuvre et l'AMO qu'il n'y a aucun travaux qui ont été faits, donc l'audit est toujours valable. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. C'est si la copropriété, bien sûr, a fait des travaux. Là, par contre, il va falloir re-regarder le possible gain énergétique. Ensuite, au niveau des coûts d'AMO, comme à l'ANA, on a un peu une data qui est en train de s'ouvrir. Et comme ça, je peux dire à l'ensemble des personnes que tout sera en open data d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que l'ensemble des données de l'ANA seront disponibles à n'importe qui pour voir en tout cas les projets de rénovation, les gains moyens, les coûts moyens des copropriétés. Donc, on va ouvrir ça d'ici la fin de l'année et je pense que ça pourrait être utile pour l'ensemble des copropriétaires, AMO, maîtrise d'œuvre et collectivités. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui est assez long pour notre base de données. En tout cas, on voit bien différents types de tarifs. D'une part, pour les petites copropriétés, où il y a toujours un coût minimum qui doit se faire, parce qu'il faut bien payer le prestataire d'AMO, où on a un coût de prestation qui est vraiment au minimum autour de 3 000 euros quand on est en zone dite tendue, excusez-moi du terme, donc l'Île-de-France, métropole du Grand Lyon, etc., où il y a une forte demande. Et dans les collectivités moins tendues, on tourne plutôt à du 2 000, 2 500, mais on n'est jamais en dessous, ou très rarement en dessous de 2 000 euros pour les petites copropriétés. Oui. Pour les grandes copropriétés, tout dépend de la taille, parce que plus la taille est grande, plus les économies d'échelle se font. Et donc, on est dans une moyenne, mais c'est vraiment une moyenne. Donc, il faut faire attention parce que chaque copropriété, comme je disais, est différente et donc a des besoins différents. Et donc, le contrat d'AMO diffère à chaque fois. Mais en moyenne, on tourne entre 400 euros du lot à des plafonds à 600 euros par lot. Ça dépend en fait de la taille de la copropriété. Il y a vraiment un minimum qui tourne entre 2 000 et 3 000 euros pour n'importe quelle copropriété. Oui, 400 à 600 euros. Est-ce que dans l'AMO, là, il y a des questions qui sont posées, j'en prends une, c'est Martine qui pose cette question. Est-ce qu'on les organismes ils regroupent les prestations de AMO, ingénierie financière? Est-ce que l'ingénierie financière, là, il y a deux ingénieurs financiers, c'est compris dans l'AMO? Là, je ne parle pas de tarif, mais je parle dans la prestation. Et quelle est la limite entre vos prestations? Peut-être Fatima Zora, Laurent? Quelle est la limite entre les prestations? C'est-à-dire que l'ingénierie financière, est-ce que ça fait partie du travail d'AMO ou c'est une autre prestation? Oui, tout à fait. Je pense que ça. Pardon. Okay. Vas-y, Laurent, vas-y. Oui, tout à fait. Hein, dans le cadre de la mission d'AMO, tel que le cadre a été écrit par l'ANA et présenté par Sébastien avant, donc l'AMO comprend bien cette partie sociale, enquête sociale et ingénierie financière.
en plus de l'accompagnement méthodologique et de mise en œuvre de subventions. Donc ça rentre tout à fait dedans. Ouais. Fatima Zora? Oui, c'est ça. En fait, il faut vraiment voir, comme son nom l'indique, c'est une assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage se positionne du côté de la maîtrise d'ouvrage, donc du côté de la copropriété, du côté des copropriétaires. Donc, on est sur un projet, là où la maîtrise d'œuvre s'intéresse spécifiquement aux travaux, aux besoins en travaux, en termes de qualification architecturale, énergétique, s'intéresse vraiment à la technique. Nous, on vient compléter l'accompagnement avec cette vision un peu plus sociale, financière, qui se complète finalement quand on s'intéresse à une personne, un copropriétaire, pour lui monter ses demandes de financement. Il faut qu'on s'intéresse aussi à sa situation sociale, à ses difficultés, à ses ressources, ses limites aussi financières. Et donc, en fait, c'est vraiment une prestation qui se complète. Je vois les points, les bullet points que présentait tout à l'heure Sébastien. C'est tout à fait, ça s'inscrit vraiment dans la logique d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, effectivement, on ne peut pas travailler sur le financement si on ne s'intéresse pas aussi un petit peu à ce volet social, qui peut être plus ou moins poussé en fonction des besoins de la copropriété. Alors, Luc, peut-être je voulais m'étonner quand même des tarifs de 400 à 600 euros par lot pour les grandes copropriétés. Est-ce que c'est des tarifs plutôt en secteur d'OPA? J'ai pas l'impression que l'AMO actuellement soit sur ces prix-là quand on est en secteur tendu, Laurent. Je n'ai pas, par contre, les secteurs détendus. Je n'aime pas ces termes, mais en termes de tension d'AMO ou de non-AMO, je pourrais vous les envoyer après, mais là, il faut que je fasse une petite requête dans la machine que je ne peux pas faire étant donné qu'on est en visio là actuellement. Oui, quand tu disais, Laurent, surpris, tu trouvais que c'était beaucoup ou pas beaucoup? Alors, je vais augmenter mes tarifs. Si le tarif moyen, c'est ça, c'est que je vais être en dessous du marché. Mais pourtant, j'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression parce qu'on croise nos amis et concurrents régulièrement. Et je pense que le prix sur des copros, si on prend une copro de 100 logements, je pense pas qu'on soit à une AMO qui soit évaluée à 600 euros ou 400 euros même par lot. Et je pense qu'on est assez nettement en dessous, me semble-t-il. Sauf à y rajouter des parties plus proches de la maîtrise d'œuvre. Je pense que ça dépend vraiment des prestations optionnelles. Peut-être quand tu prends toute l'enveloppe globale avec plein d'options, je pense que tu peux effectivement arriver à ces tarifs-là. Oui. Les données que je vous ai données, c'est pour les copropriétés en difficulté et fragiles, donc ont besoin de plus d'accompagnement que les copropriétés MPR copropriétés aujourd'hui. Ouais. Est-ce que la bourse, finalement, il va y avoir une bourse au sens, on va avoir une valeur du tarif AMO, peut-être on l'aura en direct sur certains sites. Vous voyez le tarif qui va défiler en augmentation ou pas en augmentation. Ça sera accessible pour toutes les types copropriétés en difficulté et celles qui ne sont pas en difficulté. Ça sera visible par tout le monde. Sébastien? Alors, ça sera visible par tout le monde, bien entendu. Par contre, il n'y aura pas les noms des AMO, les adresses des copropriétés, etc., parce que c'est protection CNIL et RGPD. Et par contre, on a l'objectif vraiment d'une open data pour que l'ensemble des copropriétaires, l'ensemble des n'importe quel particulier puisse vérifier ce qui se passe au niveau de l'ANA, parce que l'ANA est une puissance publique que vous payez par vos impôts, clairement, et par les C2E aussi, c'est nos recettes. Et donc, il est normal que chaque citoyen, chaque AMO, chaque collectivité puisse regarder en open data ce que l'ANA finance. Vous le saviez, Laurent, Fatima Zora et Luc et Frédéric, cette chose-là, que les tarifs ça allait être disponible. Non, vous le saviez pas. Luc, c'est vrai que les marchés publics de type OPA, ils sont accessibles. Hein, donc Luc, on peut attribuer aux opérateurs comme dans les OPA. Luc, on peut poser une question. Finalement, là, je pose une question un peu polémique, si je peux me permettre. Luc, est-ce qu'à ton sens, finalement, les aides, elles ont augmenté ou elles ont diminué? Finalement, elles ont été remasterisées. On a regroupé tout ça dans une prime globale. Et finalement, la question qu'on peut se poser, Claude Pouet est parti, mais est-ce que le copropriétaire s'y retrouve? Et tout au moins, il y a la copropriétaire qui était aisée, ceux qui étaient un peu dans des copropriétés à difficulté. Bon, est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Oui, alors juste avant, je me permets de répondre à Madame Bourdon qui me pose une question sur l'audit énergétique fait en 2015. Est-ce que c'est encore valable pour le calcul des économies d'énergie? Donc, Sébastien y a répondu, si vous avez fait des travaux depuis 2015, cet audit devra être mis à jour.
Et après, attention, parce que de façon générale, dans ces audits énergétiques réglementaires, on avait 3 scénarios de travaux à faire. Et attention, c'est-à-dire que l'audit va être valable si vous réalisez un des scénarios qui a été présenté à l'époque, mais dès lors que vous allez modifier et que finalement le scénario de travaux, les travaux que vous voulez réaliser diffèrent de ce qui avait été estimé dans le cadre de cet audit, pour moi, ça nécessite un recalcul. Pour répondre à ta question, Xavier, c'est difficile de faire une étude d'impact aujourd'hui du nouveau dispositif MaPrimeRénov' copropriété, mais ce qu'on peut, en tout cas moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il me semble que les propriétaires modestes et très modestes sont plutôt perdants dans l'opération. Parce que finalement le plafond des aides, alors, et encore une fois Sébastien, vous me corrigerez si je me trompe, mais le plafond des aides auxquelles ils peuvent prétendre aujourd'hui est de 6 000 €, et dans le précédent dispositif crédit d'impôt transition énergétique, on pouvait monter jusqu'à 12 000 €. Voilà, donc sauf si mon interprétation est mauvaise ou ma compréhension est mauvaise, il me semble quand même que ces personnes sont moins aidées qu'auparavant dans le précédent dispositif. Et voilà. Laurent, peut-être, Sébastien va y répondre, mais Laurent, est-ce qu'on peut lister finalement, je crois qu'on en avait parlé quand on avait préparé cette table ronde, de lister les différentes aides qui avaient et dont pouvaient bénéficier les copropriétaires? Oui, pour compléter le propos de Luc, on avait un dispositif qui s'appelait Habiter mieux Sérénité, qui a été retiré aux copropriétés. C'est celui-là qui attribuait jusqu'à 12 000 € d'aide sur une enveloppe de 20 000 € de travaux aux plus modestes. Et effectivement, dans ce cas-là, malheureusement, là, il y a. Mais je suis sûr que ça va changer parce qu'on sait que l'ANA écoute le terrain. Mais effectivement, là, il y a une grosse perte puisqu'on passe à une enveloppe de 5 250, je crois, pour MaPrimeRénov' versus 12 000 pour Habiter mieux Sérénité. Donc, on l'a déjà calculé là on est en train de petit désagrément, mais on est quand même en train de travailler une deuxième fois gratuitement puisque tous nos dossiers sont à recalculer, tous nos dossiers des derniers mois sont à recalculer pour nos clients. Donc, on est en train de recalculer les dossiers et les chiffres tombent. Et pour les plus modestes, on a certains dossiers où ça risque d'être compliqué. On pensait aller au vote assez facilement. On a des dossiers qui risquent de ne pas être votés comme ça parce que 5-6 000 € d'aide en moins pour un revenu modeste, c'est quand même beaucoup. De l'autre côté de l'échelle, pour les revenus qui ne sont pas dans la catégorie modeste et très modeste, le crédit d'impôt était moins favorable que MaPrimeRénov' copropriété. On peut le détailler en termes de chiffres, en termes de montants? Comment est-ce qu'il se calculait? C'était quoi les montants qu'il y avait? Sur le crédit d'impôt? Oui. Alors le crédit d'impôt, il y avait différents postes, donc c'était un calcul qui était quand même plus compliqué, mais nous, nos premières études, je dirais qu'à vue de nez comme ça, là où les personnes pouvaient toucher entre 5 et 10%, quelque part entre 2 000 et 4 000, là elles sont un peu plus, entre 2 000 et 3 000, là elles vont plutôt passer à 3 000, 4 000. Sur les premiers dossiers, on voit 1 500 € de plus sur ces foyers aisés. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Mais malheureusement, en contrepartie, la contrepartie du dispositif, de la disparition du dispositif Habiter mieux Sérénité, c'est quand même un coup dur. Et je suis sûr que l'ANA est en train d'y réfléchir parce que je sais je sais que dans les délégations départementales, dans nos échanges quotidiens, on sait qu'on partage ces constats. Donc, Sébastien, pour répondre à cette question, et puis finalement, cette part de copropriété modeste et très modeste, ça représentait combien finalement parmi l'ensemble des rénovations? Vous avez des idées sur ces chiffres-là? Finalement, c'est ce que ça touche beaucoup de monde ou pas trop? Alors, en copropriété en difficulté, les propriétaires modestes, occupants modestes et très modestes représentent 70% des propriétaires occupants modestes et très modestes. Ouais. Copropriété fragile, on tourne à peu près entre 15 et 20% selon les territoires de propriétaires occupants modestes et très modestes. Et dans les statistiques nationales, parce que les premiers dossiers MPR Copro arrivent, donc pour l'instant je ne peux pas égrener de vraies statistiques, on tourne autour de 10 à 15% de propriétaires occupants modestes et très modestes dans les nouveaux dossiers MPR copropriété non fragiles, non en difficulté. Pour les copropriétés en difficulté, je rappelle que le taux d'aide peut aller jusqu'à 100%. Et que le mixage des aides, excusez-moi du terme, est toujours possible pour les copropriétés en difficulté, c'est-à-dire à la fois de cumuler des dossiers individuels et l'aide au syndicat.
Pour les copropriétés fragiles, il y a la prime ANA de 3 000 € par logement qui permet de rattraper, on va dire, les dossiers ex-dossiers HMS, notamment pour les modestes, mais une petite perte pour les très modestes, il faut être honnête. Et par contre, pour MPR copropriété, en fait, la philosophie qui a été décidée par mes ministères de tutelle préférés, c'est d'avoir un plan de financement adapté et amélioré par syndicat des copropriétaires. Donc, il y a une vision vraiment très aide au syndicat qui permet en fait d'améliorer le plan de financement de la copropriété. Et là, il est vrai. Et après, quand on regarde au cas par cas, vous avez les propriétaires bailleurs qui, eux, sont boostés au niveau des aides, qui ne pouvaient pas obtenir grand-chose, même pas le crédit d'impôt avant MPR copropriété. Vous avez les propriétaires occupants classe moyenne, intermédiaire, aisée, qui touchent plus. Et après, vous avez, il est vrai, une perte pour les propriétaires occupants modestes, très modestes. Donc, c'est pour ça que je dis à chacun des AMO de nous remonter en fait, des projets en cours avec les pertes, des estimations de pertes pour que nous, on puisse le démontrer auprès de nos ministères de tutelle préférés là-dessus, parce que dans les 2 premiers dossiers, en tout cas, qui sont en cours de notification, parce qu'actuellement, on a reçu 639 inscriptions de compte et 639 dossiers pour MPR copropriété. Donc, c'est quand même pas mal, alors qu'on est qu'au mois de mars. Donc, on voit qu'il y a quand même un boost au niveau des copropriétés et ça, il faut le souligner. Et vraiment, je félicite les copropriétés, hein, surtout qu'on est en crise sanitaire, en crise économique qui arrive et que quand même les copropriétés se lancent dans des projets de rénovation globale. Donc, il faut quand même en être un peu fier. En tout cas, dans les 2 premiers dossiers qui sont arrivés, le coût de travaux, et c'est ça qui change en fait, on va dire, l'échelle, le coût de travaux moyen tourne autour de 12 000 €. Et donc, la perte du propriétaire occupant modeste très modeste est beaucoup moindre que quand on regarde, on va dire, un grand écart type, quand le coût moyen était de 20 000 €, comme l'étaient certains dossiers HMS. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, au niveau de l'ANA, on a besoin des remontées des AMO, de nous prouver sur pièce qu'il y a des gros écarts pour que nous, on puisse justifier et montrer en fait cet écart pour qu'on puisse changer, on va dire, les primes individuelles de 750 € et de 1 500 € et de pouvoir, je l'espère, les rattraper. Mais de là, il nous faut vraiment des remontées d'expérience parce que c'est le terrain qui nous permet de faire des dispositifs d'aide et c'est le terrain qui nous permet de les modifier et dans le bon terme. Enfin, je l'espère. Ce que j'entendais, Sébastien, si j'ai bien compris la philosophie, mais je demande votre contrôle, c'est que finalement, il y a un peu moins d'aide au jour d'aujourd'hui pour les propriétaires modestes et très modestes, mais il y a un nouveau plan de financement qu'on demande et par contre, il y a un peu plus d'aide pour ceux qui ne sont pas dans ces catégories-là, et on demande de faire un nouveau plan de financement pour que les personnes qui sont aisées viennent aider un peu au financement pour les personnes modestes et très modestes. Est-ce que c'est ça qui est la philosophie? Je demande un retour d'expérience. Je demande Ouais. un retour d'expérience pour voir s'il y a vraiment des gros écarts pour les propriétaires occupants modestes et très modestes. Ouais. Actuellement, dans les premiers dossiers, c'est que 2 dossiers. Donc, il faut faire très attention. En fait, il n'y a pas tant de pertes que ça parce que le coût moyen est à 12 000 €. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'aide au syndicat, les C2E et la prime, en fait, ils retrouvent leur BI. Et donc, ils ont leur subvention qui était à la base de 35%, de 50% pour les propriétaires occupants modestes, très modestes. Ce que je voulais dire, c'est que MPR copropriété, au niveau du plan de financement de la copropriété, c'est une nette amélioration de ce qui se passait avant. Parce qu'il y a une vraie aide au syndicat qui est massive, qui touche l'ensemble des copropriétaires, qu'importe leurs revenus, qu'importe les conditions de loyer, tout le monde a la même aide, selon leur pourcentage de leur tantième, bien entendu. Et en fait, quand on regardait le plan de financement avant et le plan de financement après, les copropriétés touchent beaucoup mieux de l'ANA, je parle vraiment de l'ANA, de ce qui se passait avant. Et quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire propriétaire par propriétaire, il peut y avoir des pertes, en tout cas c'est ce que nous ont remonté les AMO et certaines collectivités locales, il peut y avoir des pertes, notamment pour les propriétaires occupants qui auraient des revenus très modestes. Et là, c'est ce que je te disais, Xavier, j'ai besoin de remonter d'expérience pour pouvoir justifier auprès du ministère qu'on a un problème là-dessus et pour pouvoir changer peut-être la réglementation. Comme toujours sur les dispositifs qui sont mis en place, après il faut les ajuster. Là, j'en profite pour prendre quelques questions. Une question de Tristan. Est-ce que la création de 4 appartements dans une maison ancienne est éligible au MPR copro? Donc finalement, est-ce qu'il y a une réponse qui peut être apportée? Fatima Zora, allez. Il faut, je trouve que l'instruction de l'ANA et les guides sont clairs. Il faut que l'entité soit, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, il faut que les logements soient régis par la loi de 65, 1965, qui régit les copropriétés. Donc, s'ils sont soumis à la loi de 65, je laisse Sébastien après
confirmer ou pas ce que je dis, mais s'ils sont soumis à la loi de 1965, alors ils peuvent y prétendre après, il faut que toutes les cases soient cochées, immatriculées, etc. Mais il faut qu'ils soient déjà sous la loi de 65. Et qu'ils soient à 75% en résidence principale également, les 4 appartements. Il faut que toutes les cases soient cochées après, mais s'ils ne sont pas soumis à la loi 65. Est-ce que Sébastien, MPR-PB, loi 65, parce que peut-être que le monsieur a l'idée, il a une grande maison, il ne le transforme plus en logement, donc avoir un immeuble collectif qui lui appartient, donc en tant que propriétaire bailleur. Et là, ça sera plutôt du MaPrimeRénov' propriétaire bailleur qui s'ouvre au 1er juillet, qui sera à faire. Par contre, je dis à monsieur, attention, la division pavillonnaire est un regard attentif de l'État dans la lutte contre l'habitat indigne, et j'espère que vous avez bien fait un permis de construire et bien prévenu votre collectivité, que vous n'avez pas de souci du service ARS sur ce point. Oui, parce qu'on peut imaginer, là j'appelle à Frédéric, Frédéric, on t'a pas trop entendu parler, j'avais peur que tu tapotes et que tu fasses autre chose. On voit qu'il y a des risques de fraude, hein, et je crois, tu nous avais alerté là-dessus en disant qu'il y a un projet de loi qui est en écriture pour éviter les fraudes sur les calculs thermiques. Oui, oui, effectivement, parce que tout le système est basé sur les 35% d'amélioration. Donc, on a vu les logiciels pour les calculer, mais encore faut-il rentrer des bonnes données dans le logiciel. Et sur les nouvelles qu'on a vues sur le net, on a vu que le gouvernement voulait refaire un petit modificatif pour essayer de pallier les fraudes, c'est-à-dire ceux qui mettent des fenêtres simple vitrage alors que c'est déjà des doubles, ceux qui calculent un peu les mètres carrés différemment, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, l'idée, qu'est-ce qui va nous venir? Est-ce qu'il va falloir refaire encore des choses? Est-ce que les fameux audits vont être complètement, vont plus être bons, du coup, dès que le nouveau projet de loi va être passé? Donc, voilà. Oui, on peut poser la question. Là, il y a une question qui a été posée par Pierre, qui dit la certification et formation des AMO. Donc là, cette question que tu tires, oui, c'est la compétence et l'honnêteté de l'opérateur sur lequel va reposer ce dossier. Hein. C'est ça, tout à fait. Sébastien, on a une réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a besoin est-ce que ces AMO comment ils sont contrôlés? Est-ce qu'il y a une certification obligatoire? Alors, il n'y a pas de certification obligatoire. Par contre, il y a un référencement qui est demandé pour chacune des DDT aux collectivités locales, avec un contrat type et des exemples de réalisation et un projet qui est en cours. Par contre, on n'a pas demandé de certification. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, les AMO sont très peu nombreuses, surtout dans certains territoires. Et il a besoin de rendre dynamique, on va dire, ces assistances à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on ne voulait pas bloquer la rénovation énergétique des propriétés en demandant une certification, et le temps que les AMO et cette certification, en fait, ont bloqué, on va dire, pendant 2 ans, les projets de rénovation, et notamment le France Relance, hein, parce que MPR Propriété, c'est France Relance, et donc de pouvoir dynamiser tout ça. Pour ce que disait Frédéric sur les audits et le calcul, il est vrai qu'il y a un regard qui est en train de se faire, et pensant, nous, on n'a pas encore de retour total, mais je pense que ça concerne surtout les maisons individuelles, et que je suis un peu rassuré au niveau copropriété, parce que je rappelle qu'à l'année, on fait des contrôles. Des contrôles obligatoires dès que le montant de subvention dépasse 2 millions d'euros sur place, avec une visite du chantier, ainsi de suite. Et des contrôles aléatoires tous les 3 dossiers, c'est-à-dire qu'il y a un dossier sur 3 qui est contrôlé en dessous de 2 millions d'euros. Je rappelle, au-dessus de 2 millions d'euros de subvention, contrôle obligatoire. En dessous de 2 millions d'euros, c'est un dossier sur 3 qui est contrôlé. Donc, il y a un regard qui est fait par la DDT et l'ANA sur les dossiers copropriété. Et moi, je suis moins inquiet pour la fraude en copropriété. Peut-être que je me trompe, parce qu'on a plein d'interlocuteurs quand même qui peuvent faire ce contrôle. En premier lieu, le conseil syndical et les copropriétaires ont un vrai regard sur le projet qui peuvent être, qui sont pour moi très honnêtes. Le deuxième, c'est le syndic, qui quand même, il a sa responsabilité aussi. S'il dépose un dossier et qu'il est faux, c'est lui qui est engagé pénalement, en tout cas vis-à-vis de l'ANA. Troisième chose, c'est l'AMO. L'AMO, elle est là en regard neutre, elle est payée pour vérifier l'ensemble des dossiers, donc on a un autre contrôle. Et enfin, le maître d'œuvre, que je rappelle que pour l'ANA, c'est obligatoire à partir de 100 000 euros de subvention, qui est là aussi pour bien vérifier l'état du chantier. Donc vous voyez, il y a une tonne d'interlocuteurs qui permettent d'éviter les systèmes de fraude, en tout cas dans un travaux partie commune copropriété, qu'on n'a pas en maison individuelle, où là, il y a beaucoup moins d'acteurs, où là, il peut y avoir beaucoup plus de risques de fraude. C'est mon avis, c'est mon point de vue.
Et peut-être que les autres personnes autour de la table n'ont pas du tout le même, parce que là, ça fait longtemps que je ne suis plus sur le terrain à faire des dossiers de copropriété. Laurent et Fatima Zora, Luc, vous avez un point de vue là-dessus? Moi, je confirme qu'on a visité nos dossiers avec des instructeurs ANA, donc ils sont venus vérifier, étudier, vérifier la qualité des travaux qui étaient produits, des documents qui étaient produits, vérifier la nature des travaux, visiter les bâtiments avec précision pendant plusieurs heures pour étudier et valider le dossier avant d'attribuer la subvention. Donc, je confirme que le contrôle est réel. Oui, puis il y a un jeu d'acteurs, comme disait Sébastien, qui fait que tout le monde s'autocontrôle. Et donc, ça, c'est important et ce qu'on retrouve. Fatima Zora aussi également, vous êtes contrôlé là, régulièrement sur les dossiers que vous faites? Ah oui, même systématiquement. Alors, nous, on a des visites sur site de l'ANA sur tous nos chantiers. Donc, est-ce qu'il y a un message aussi que l'ANA essaie de nous envoyer? Enfin, je ne sais pas trop, parce que quand Sébastien disait tout à l'heure, un dossier sur 3 et au-delà de 2 millions d'euros de subventions, en fait, nous, on a systématiquement des visites sur nos chantiers. Parce que c'est un manque de confiance. Ah non, du tout, parce qu'il y a une autre réglementation que j'ai oublié de vous dire, c'est quand la DDT a moins de 10 dossiers par an, elle doit tous les contrôler. Donc, c'est peut-être que vous êtes dans un territoire où il y a eu moins de 10 dossiers copropriété, aide au syndicat, et donc c'est pour ça que vous avez eu le droit à un contrôle de tous vos dossiers. Oui, c'est un traitement sur mesure. Oui, non, je pense qu'ils sont contents de venir nous voir, de voir nos chantiers. Non, mais en tout cas, nous, on est contents aussi de les recevoir. Et on voit que les copropriétaires, ça se fait toujours en présence du conseil syndical et du syndic. Et en fait, ils sont toujours très contents de voir arriver l'ANA. Ils sont très contents de montrer le chantier, de montrer à quel point ils étaient impliqués, comment se passe ce chantier, comment s'est passé tout le déroulement du projet, la prise de décision, etc. Donc, je pense que ça les met aussi en valeur et puis ils sont contents qu'on s'intéresse aussi à leur projet. Donc, c'est des visites qui sont toujours bien accueillies. Oui, donc il y a beaucoup de contrôle. Luc, il y a une question de Patrick que je te pose sur l'audit énergétique. Finalement, il y a encore le dispositif d'audit énergétique et il y a aussi des aides pour les audits énergétiques. Donc la question que je me pose, est-ce que un copropriétaire aujourd'hui qui veut faire des travaux, est-ce qu'il peut commencer par faire un audit énergétique? Est-ce qu'il peut avoir des aides pour faire cet audit énergétique? Et donc mais cet audit énergétique avec le calcul, on a vu qu'on pouvait s'en servir dans le cadre du dossier pour MPR. Et donc est-ce qu'on peut encore rebénéficier des aides AMO pour le calcul sur cette partie-là? Alors, on peut bénéficier d'aides. Je crois que ça dépend des délégations régionales de l'ADEME, suivant la région dans laquelle vous habitez. En tout cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas. L'ADEME subventionne des audits énergétiques pour les copropriétés qui n'étaient pas dans le cadre d'obligations réglementaires, c'est-à-dire les copropriétés, par exemple, de moins de 50 lots, les copropriétés en chauffage individuel, bref, celles qui n'étaient pas scannées par la loi. Donc, celles-ci peuvent avoir recours à cet audit énergétique et demander, selon les régions, des aides. Et du coup, c'est vrai que ce sera très important dans le cahier des charges de mentionner ce calcul réglementaire, soit THCEX, soit 3CL, que ce soit réalisé pour la simulation de l'état existant et puis de l'état projeté en fonction des travaux. Donc oui, aujourd'hui encore, des audits énergétiques sont réalisés en copropriété et ils le sont des fois dans le cadre du DTG, donc encore une disposition de la loi ALUR, le diagnostic technique global qui inclut la partie énergétique mais va plus loin avec un regard architectural, un regard sur la conformité réglementaire des bâtiments, des installations. Et c'est un réel outil intéressant puisque on ne regarde pas la copropriété, ces bâtiments uniquement à travers la lorgnette de l'énergétique, mais c'est ce regard large à 360 degrés qui permet d'avoir une situation de l'existant bien définie, bien qualifiée. Et l'objectif de ce diagnostic, c'est pouvoir projeter les copropriétaires sur les 10 prochaines années pour qu'elles puissent construire leur plan d'investissement, leur plan d'entretien, de gros entretien de leurs installations et leurs bâtiments.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire, je tire le fil de ce que tu dis, est-ce qu'on peut dire que globalement, il faut encore que les copropriétaires restent dans un dispositif global en faisant un audit, un DTG, avoir une vision globale de ce que va être leur copropriété sur les prochaines années, et puis qu'ils insèrent le dispositif MPR dans le cadre de ce projet? Moi, je pense que la démarche, j'ai envie de dire intellectuelle, de se dire d'où je pars, je suis copropriétaire, nous sommes copropriétaires, d'où est-ce que nous partons? Cette situation de départ, c'est celle qui va permettre de définir quels sont les bons travaux à réaliser en fonction de nos priorités, de nos envies, des nécessités aussi parfois. Donc, cette notion de diagnostic, d'état des lieux, pour moi, elle est très importante. Alors, elle peut être découplée de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'un peu comme on le fait aujourd'hui massivement, c'est-à-dire qu'on a d'abord la réalisation d'un audit ou d'un DTG, et ensuite on va choisir une maîtrise d'œuvre parce qu'on a choisi un programme de travaux. Ou alors, si cet audit n'a pas été réalisé, ça peut être la première étape d'une démarche de maîtrise d'œuvre qui va permettre aux copropriétaires, un peu en entonnoir, de choisir leur programme de travaux, de le valider à travers une assemblée générale parfois, ou même souvent. Et puis ensuite, une fois que ce programme de travaux est défini, dérouler les études, la consultation des entreprises, une nouvelle AG pour choisir les entreprises et les travaux, et puis la dernière étape de suivi de la réalisation, de suivi des travaux. Oui, donc oui, pour moi, cette démarche de l'état des lieux, du diagnostic, de l'audit, elle est indispensable, à la condition que rien n'ait été fait, bien sûr, au préalable. Après, si des diagnostics ont déjà été réalisés, il faut bien sûr pouvoir les compiler, les analyser, et si la qualité est correcte, on peut s'appuyer dessus pour pouvoir construire l'étape d'étude de maîtrise d'œuvre. Frédéric Collat? Oui, je voulais préciser, le DTG, il est là surtout pour donner une grosse information sur le bâti et sur les travaux à prévoir. Justement, une question se pose, justement le DTG, notamment, qui est quand même maintenant un outil qui devrait se répandre de plus en plus, amène à un plan pluriannuel de travaux. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on parle MaPrimeRénov', travaux globaux, d'accord, tout va bien, mais faut tout faire d'un coup. Et si les copropriétaires veulent faire ça en 3 ans, ou en 4 ans, ou en 5 ans, parce que le plan pluriannuel est sur 10 ans. Donc, comment on peut s'intégrer MaPrimeRénov' sur un plan pluriannuel de travaux? Sébastien? Merci. Alors, je répondrai par la réglementation ANA, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez la notification de l'ANA sur les travaux globaux, la copropriété a 3 ans pour réaliser les travaux. Donc, elle a déjà un délai, elle peut faire par phase de chantier, c'est 3 années pour faire ses travaux, avec une possibilité de prolongation de 2 années. Parce qu'on le sait très bien qu'il y a des copropriétés qui peuvent avoir des gros blocages, des blocages internes, c'est-à-dire que le syndic n'a pas réussi à récupérer l'ensemble des restes à charge des copropriétaires et donc il faut plus de temps, ce qui a retardé le chantier, des problématiques financières, parce qu'on a des fois nos banques, dont une que je n'ai pas citée, qui met beaucoup de temps à valider le dossier Allons-y. Des copropriétaires. Il peut y avoir aussi une problématique de chantier, et ça arrive souvent avec les copropriétés en difficulté, où on a une entreprise qui pourtant paraissait bonne et en fait a été liquidée entre-temps, donc qui a bloqué le chantier. Et donc le temps de retrouver une nouvelle entreprise, ça met du temps, il y a du retard. Et c'est pour ça qu'on laisse cette possibilité de 2 années supplémentaires à la demande de la copropriété pour aller jusqu'à 5 ans pour réaliser l'ensemble des travaux. Donc vous voyez bien, on a cette logique de plan pluriannuel qui est certes, qui peut paraître courte pour certains, mais 3 ans, c'est beaucoup pour une administration publique qui engage en fait des financements. Merci pour cette précision. Alors, on parlait de DTG là, pour balayer tous ces sujets sur le DTG. Il y a plein de questions sur le DTG où on dit, est-ce qu'il y en a plusieurs qui nous disent que c'est obligatoire pour accéder à MPR CoPro? Est-ce qu'on confirme? Non, il n'y a pas d'obligation. Non, mon capitaine, il n'y a aucune obligation. Par contre, peut-être qu'ils ont confondu avec les articles en ce moment qu'il y a sur Le Monde, La Tribune, etc., où les fédérations de syndics et les associations de consommateurs exigent que le DTG devienne obligatoire dans le cadre de la loi climat et résilience. Mais pour MPR copropriété, il n'y a pas besoin du DTG actuellement. Frédéric? Je suis un fervent défendeur du DTG. En fait,
Je pense que le rendre obligatoire, ça pourrait justement favoriser la rénovation, puisque faire un DTG, c'est aussi, si on le fait bien, on peut calculer un fonds travaux, une somme à mettre année après année pour faire les travaux et décider. Donc, le rendre obligatoire, c'est prévoir. Donc, par exemple, au Canada, pour ne pas aller citer nos confrères du Canada, font justement ce qu'ils appellent un fonds prévoyance sur le sujet, qui permet de cumuler de l'argent et de voire même faire travailler l'argent qu'ils mettent sur le fonds de travaux. Voilà. Bon, enfin, ceci dit, aujourd'hui, l'argent n'a plus de prix, donc c'est pas bien grave. Voilà, c'était une précision. Alors, oui, En Laurent. complément de ce qu'il y a, parce qu'effectivement, il y a plusieurs questions qui tournent autour de cet aspect DTG. Donc, il faut bien préciser que l'AMO, subventionné par l'ANA, a pour but d'accompagner la copropriété dans sa réflexion. Et on va demander à la copropriété de mettre en œuvre un DTG ou un audit pour définir le plan de travaux. Et c'est bien cette mission d'AMO qui est subventionnée pour aider à la réflexion et à la mise en œuvre d'un plan de travaux qui atteint les 35%. Et même si le plan de travaux n'est pas voté, la subvention est acquise à la mission d'AMO. Et si les travaux sont votés mais n'atteignent pas les 35%, la subvention est aussi acquise à l'AMO. Donc ça répond à 2-3 questions que je vois passer sur à quel niveau est-ce qu'il faut prendre une AMO ou pas. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle va quand même aider la copropriété à s'organiser, à réfléchir, à poser les bonnes questions. Et c'est vraiment son rôle. Et celle-là, elle est subventionnée, c'est acquis par l'ANA dès le début, quel qu'en soit le résultat. Peut-être qu'elle ne va pas arriver effectivement à mettre en œuvre un plan à 35% parce qu'il y a X ou Y raison pour des questions de coût ou des questions de faisabilité en fonction de la nature du patrimoine qui font que ça ne sera pas toujours possible. Mais cette mission de réflexion, elle va de toute façon aider à poser les bases et aider la copropriété à poser les bases et peut-être pas faire un plan à 35%, mais définir quelque chose qui va se passer par étapes, comme le disait Frédéric, et une amélioration, pas seulement thermique, parce que je pense qu'on oublie aussi que la réhabilitation du patrimoine, c'est quand même améliorer son quotidien. Bon, c'est pas que l'isolant qui va améliorer le quotidien, c'est aussi reformer réajuster l'usage du patrimoine aux nouveaux usages. Je pense aux usages communs, au vélo, aux nouveaux modes de déplacement, aux locaux communs, au tri et tous ces genres voilà, tous ces besoins qui sont vraiment nouveaux et qui doivent rentrer dans le cadre de ce plan de rénovation. Et voilà, donc ça, je pense que c'est bien que l'ANA ait voulu que cette AMO soit obligatoire, parce que en la rendant d'un côté obligatoire et subventionnable, elle va aider les copropriétés. Je réponds à Isaïas qui s'interroge sur comment commencer. C'est justement l'étape de l'AMO est là pour les aider dans leur rénovation, dans leur réflexion, à poser les premières briques. Et ça va passer aussi par un DTG ou un calcul thermique. S'il y a 12 lots, ça va être un DPE collectif. Allez, je vous pose une question, un cas concret. Je suis un copropriétaire, je prends un AMO, on fait les calculs, j'arrive largement à 35%, donc je prévois des plans de travaux. À quel moment je vais toucher ces sommes-là? Et puis, en cours de route, comme disait Sébastien, j'ai eu des problèmes et finalement, j'ai pas fait l'ensemble des travaux qui étaient prévus pour atteindre les 35%. Qu'est-ce qui se passe? Laurent, Fatima Zora? Ce qui se passe, c'est que alors, à quel moment on touche les aides et qu'est-ce qui se passe si on est-ce que ça se fait sur calcul? Moi, je touche toutes les aides dès le début parce que j'ai montré patte blanche que j'allais arriver à mes 35% ou je les touche qu'à la fin quand j'ai réussi à démontrer que j'ai réalisé tous les travaux? Alors, en fait, l'ANA, ce qu'elle exige, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Je m'explique. C'est-à-dire, quand on dépose une demande de subvention, on dépose la demande sur la base d'un calcul thermique, avec des devis, avec un diagnostic de la situation, une enquête sociale, etc. Ce que nous demande l'ANA de réaliser comme diligence avant de déposer la demande. Donc, quand on dépose la demande, on dit à l'ANA, voilà, donc cette copropriété, conformément à nos études, arrivera à économiser 35% de ses consommations d'énergie et si elle fait un ravalement avec l'isolation thermique et si elle remplace l'ensemble des fenêtres qui sont en simple vitrage. Donc ça, c'est à l'appui d'un calcul thermique. Donc, ce que nous demande l'ANA, du coup, c'est évidemment cette note de calcul.
ce sont les devis qui sont conformes à cette note de calcul. Donc, un devis pour un ravalement des isolations thermiques et un autre pour le remplacement des menuiseries. Et puis, elle va nous demander donc de réaliser ces travaux. Et ces travaux, on ne commencera pas à les faire avant que la notification arrive. Ça, c'est une assurance, c'est une sécurité pour la copropriété. C'est-à-dire, l'ANA, ce qu'elle nous dit, c'est que je m'engage à financer la copropriété, mais attention, il ne faut pas qu'elle ait commencé les travaux avant que j'ai fini d'instruire la demande. Une fois que j'ai fini d'instruire la demande, je notifie mon accord à la copropriété. La copropriété peut commencer à réaliser ses travaux. Et par contre, elle doit avancer les fonds. Alors après, il y a des moyens aussi d'avoir des acomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais grosso modo, la logique de l'ANA, c'est j'attends que vous finissiez les travaux et quand vous avez fini les travaux, vous me remettez le dossier justificatif, donc le dossier qui justifie que les travaux ont été réalisés conformément au dossier de demande. Donc, qu'est-ce qu'elle attend? Du coup, logiquement, elle attend les factures définitives, les factures finales, réserve levée, chantier réceptionné, etc. Donc, minimum de factures, la facture pour le ravalement avec isolation thermique et une deuxième facture pour le remplacement des menuiseries. Ce qu'on nous demande, et donc après ça, donc on remonte un dossier avec ces factures, on les dépose, l'ANA réinstruit la demande de paiement et elle nous dit, OK, le dossier est conforme à ce que vous aviez déposé au départ, je vous notifie mon accord et je règle la subvention telle que dans les conditions dans lesquelles je m'étais engagée dans la notification de subvention. Voilà comment ça se fait. Donc, à la fin des travaux, souvent, on nous demande s'il y a un contrôle pour s'assurer de l'atteinte de ces 35% de gains sur les consommations d'énergie. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur l'atteinte de 35% de gains sur les consommations d'énergie. Par contre, l'ANA contrôle que les travaux pour lesquels la copropriété s'était engagée à faire ont bien été faits. Donc, c'est ça le contrôle de l'ANA. Et donc, l'aide, elle est notifiée avant le démarrage des travaux, mais elle n'est encaissée qu'à la fin des travaux. Bon, après, on peut demander des acomptes selon certaines conditions, mais en tout cas, c'est la logique de l'ANA. Ouais. Les subventions, on donc, touche à la fin. Ce que j'entends là, qui est dit, Luc, tu vas pouvoir rebondir aussi. Ce que j'entends, c'est que finalement, si je ne fais pas tous les travaux pour X raisons, donc j'arrive pas aux 35%, je perds cette aide. Et puis la deuxième question que je me pose, c'est que je suis propriétaire modeste, comment je fais pour financer, parce que les entreprises ne vont pas attendre le paiement des aides, bien entendu, et comment je fais pour financer ce décalage de temps et cette trésorerie nécessaire? Oui, c'est une question pour Luc ou pour moi? Vas-y, Fatima Zora, pour celle qui veut. Donc, en fait, concernant il y a deux parties dans ta question. La première, c'est si je ne fais pas tous les travaux, si finalement je ne fais pas mon rabattement avec l'isolation thermique, est-ce que l'ANA va me verser l'aide? Donc, la réponse est normalement non, sauf si je reprends mon calcul thermique et que je prouve qu'avec juste la réalisation des fenêtres, je laisserai Sébastien après expliquer, mais sauf si je refais mon calcul thermique et j'explique qu'avec seulement le remplacement des menuiseries, j'arrive bien à 35% de gains sur les consommations d'énergie. Mais évidemment, si je n'ai pas respecté mon contrat de départ, l'ANA ne va pas me verser l'aide. Si je n'ai pas respecté ma partie du contrat. Et le décalage de trésorerie? Et le décalage de trésorerie, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Comme je disais tout à l'heure, l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou l'ingénierie financière, quand elle intervient sur tout le volet financement du projet. Donc, on nous pose beaucoup de questions sur les subventions, notamment jusqu'au vote en Assemblée générale des travaux, parce que c'est le levier finalement de prise de décision en Assemblée générale. Quelle est l'enveloppe d'aide? Et c'est cette enveloppe d'aide finalement qui va conditionner en réalité le vote des travaux en Assemblée générale ou pas. Mais ce n'est qu'une fois que les travaux sont votés, même si on le dit avant, hein, et c'est lorsque les travaux sont votés que les copropriétaires prennent tout à fait conscience que oui, en fait, cette aide, quand je la perçois, je l'encaisse à la fin des travaux, mais il va falloir que je la préfinance, il va falloir que j'avance ces sommes. Et le travail qu'on fait sur les prêts, sur les crédits, c'est un travail qui est très lourd en réalité. Et c'est le travail le plus chronophage une fois que les travaux sont votés. C'est-à-dire, jusqu'au vote des travaux, il faut emporter la décision de l'Assemblée générale, c'est avec les aides qu'on le fait. Je schématise, hein, c'est pas vraiment si simple, mais c'est en gros ça. Par contre, une fois qu'on a voté les travaux, après on concentre vraiment tous nos efforts sur ce travail de préfinancement.
Luc va compléter, parce que Luc levait la main, et puis Laurent aussi, hein, qui levait la main. Et puis ensuite, Sébastien va clôturer sur ce dossier financement. Oui. Alors, c'était pas sur le dossier financement, mais c'était sur ta question de dire est-ce qu'il y a un contrôle finalement de l'atteinte de ces économies d'énergie. Je voudrais juste préciser à nos auditeurs que malheureusement, les économies d'énergie dont on parle et ce calcul et ces 35%, on ne parle pas d'économies réelles, on parle d'économies issues d'un calcul conventionnel et qui peut malheureusement des fois pas mal différer de la réalité. Donc attention à ce qu'on voudrait pouvoir prouver en essayant de recoller des consommations réelles par rapport à ces calculs, c'est pas opportun. Oui, Laurent? Oui, je voulais préciser dans cette question relative au risque de non-réalisation des travaux. Je pense que ça, c'est le risque qui fait le plus peur à l'ANA, que de voir quelque chose qui n'aboutisse pas et que le projet n'aboutisse pas, et que les fonds soient versés mal à propos ou sans respecter les conditions. Déjà, c'est la première mission du syndic que de s'assurer du financement. Alors là, je rappelle que normalement, au sens de la loi, le syndic doit collecter 100% des sommes avant d'engager les travaux. C'est quelque chose que les copropriétaires ne savent pas et qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'on va me demander les syndics s'assouplissent un peu vis-à-vis de la loi en allant jusqu'à 75-80% avant de commencer les travaux, mais les copropriétaires ont du mal à comprendre pourquoi ils doivent verser ces 80%, sachant que les entreprises sont payées au mois le mois et que donc les sommes au tout début du projet sont finalement assez faibles à amener par la copropriété. Donc premièrement, c'est la responsabilité du syndic, et deuxièmement, c'est aussi le rôle de l'AMO que d'accompagner le syndic et les copropriétaires, comme le disait Fatima Zora, dans la mise en œuvre du financement. C'est très chronophage que de mettre en œuvre les dossiers de crédit, d'aller chercher les pièces individuelles auprès de chacun des copropriétaires. C'est notre mission, on le fait souvent aussi en accompagnement du syndic, parce que le syndic n'a pas forcément le temps d'aller chercher tous les papiers individuellement. Et donc l'AMO est aussi là pour mettre de l'huile dans le dispositif et faire en sorte que le financement soit mis en œuvre plus facilement. Donc ça, je pense que c'est aussi un des rôles importants de l'AMO. Oui, Sébastien, là, pour compléter ce propos, et puis je vais appuyer un petit peu là où ça fait mal sur les ménages modestes et très modestes finalement. Cette avance de trésorerie est d'autant plus difficile à obtenir. Donc comment est-ce qu'on fait comment ils vont faire? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui est mis en place par l'ANA? Alors tout d'abord, au niveau de ce qui a été dit avant, je confirme ce qu'a dit Fatima, ce qu'a dit Luc, ce qu'a dit Laurent. On est dans un système d'engagement de gré à gré entre l'ANA et la copropriété. Et donc, on ne regarde pas à la fin le gain énergétique parce que tout dépend des usages que font aussi les copropriétaires et les occupants. Parce que quand vous avez un occupant qui laisse la fenêtre ouverte, vous pouvez isoler votre immeuble, et s'il garde la fenêtre ouverte, vous avez de la déperdition énergétique. Donc, on ne regarde pas le gain énergétique, on regarde vraiment l'engagement de la copropriété sur les devis de travaux. Et donc, c'est ça qu'on vérifie, si les travaux ont bien été réalisés. Et donc, on vérifie par ce contrôle les travaux, mais pas sur le gain énergétique. On a des systèmes d'acompte pour les copropriétés qui peuvent aller jusqu'à 70% du montant de la subvention selon l'état d'avancement du chantier. Donc, au niveau de la copropriété, il peut y avoir un effet de trésorerie par les différents acomptes que peut faire l'ANA et qui permet un peu de fluidifier, on va dire, la trésorerie de la copropriété. Et donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, je rappelle qu'on a un partenariat avec Procivis qui fait des préfinancements de subventions publiques à destination de ce public, donc des propriétaires occupants et très modestes, où comme ça, le propriétaire a un sort de prêt-relais à taux zéro par Procivis, qui avance l'ensemble de sa quote-part de subvention et il a juste à payer son reste à charge auprès du syndic. Et donc, il faut bien penser aussi à ce type de partenaire, parce que là, je parle de Procivis, qui est un acteur, on va dire, semi-public, parapublic, et qui s'occupe surtout des copropriétés en difficulté, qui est mon cœur de métier à moi, mais qui peut aller sur les propriétés occupants modestes et très modestes, des copropriétés fragiles, ainsi de suite. Mais hélas, il n'a pas aussi un financement énorme. Et donc, il faut voir aussi banque par banque et les coprêts à taux zéro aussi, qui peut être intéressant pour ce public-là. Je voulais compléter parce qu'en fait, les banques maintenant, ça c'est un des plus de ma prime à neuf copropriété, le versement de la subvention au syndicat du copropriétaire fait que c'est beaucoup plus facile pour les banques d'aller avancer la somme. Et donc, suivant les banques, on a deux solutions. Soit on a cette avance de subvention, et on pourra avoir l'avance de subvention parce qu'on aura une lettre de l'ANA qui aura validé le montant en début des travaux. Et donc, soit une avance de subvention, soit un remboursement anticipé
de l'avance quand on reçoit la subvention juste à la fin des travaux. Donc, on a des solutions aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant, et grâce à ce nouveau dispositif, qui vont permettre de financer les travaux beaucoup plus facilement, d'avancer le financement des travaux plus facilement pour les modestes. Est-ce qu'on peut dire, là je ne veux pas rentrer dans la technique, Luc ou Frédéric, hein, pour les bureaux d'études, est-ce qu'on peut dire on a intérêt de faire les calculs d'économie d'énergie le plus juste possible? Alors je m'explique, parce que si je fais des calculs d'économie d'énergie pour empocher des aides de 50 ou 60% qui auraient été trompés parce que j'utilise pas bon logiciel, bon, enfin, et du coup le reste à charge sur lequel les copropriétaires s'attendent parce qu'ils vont faire des économies d'énergie, ben, le reste à charge sera beaucoup plus élevé parce que finalement je n'aurai pas les économies d'énergie attendues. Est-ce que vous comprenez ma question? Autrement dit, je vais devoir payer plus d'énergie pour avoir pris quelques aides au passage. Vas-y, Frédéric. Frédéric? Oui, on est confronté à ça régulièrement, c'est-à-dire que beaucoup de copropriétés souhaiteraient avoir aussi un arrangement avec nous pour qu'on leur confirme exactement le gain qu'ils vont avoir énergétique au compteur, carrément. Et donc, oui, on essaye de faire au mieux, on fait tous les logiciels possibles de simulation thermique et autres pour s'approcher de ça, mais c'est en plus du logiciel réglementaire qu'on utilise pour donner à l'ANA. Voilà. Oui, c'est un service à rendre aux copropriétaires que d'afficher le bon résultat. Luc va répondre et puis après Sébastien. Oui, c'est à peu près la même réponse que Frédéric, c'est-à-dire que dans les audits qu'on réalise, il y a deux méthodes qui sont employées. Donc la méthode dont on a parlé depuis le début de notre webinaire, utilisant un outil de type THCEX ou 3CL, et puis une méthode dite méthode réelle, où on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus proche qui va être plus prédictif par rapport aux économies d'énergie réelle, puisqu'on va travailler sur les consommations d'énergie réelles. Et juste, peut-être, je vois une question qui rapproche un autre dispositif de financement que sont les C2E, les certificats d'économie d'énergie, par rapport à MaPrimeRénov' copropriété. Alors, il me semble que dans le PowerPoint de Sébastien, on a la réponse à la question, mais grosso modo, est-ce que c'est globalisé ou est-ce que la copropriété peut aller chercher une valorisation des certificats d'économie d'énergie elle-même et en même temps pouvoir cumuler l'aide MaPrimeRénov' copropriété? Sébastien? Alors, la récupération des C2E se fait par la copropriété. Du moment qu'elle n'est pas qualifiée de fragile ou en difficulté. Parce que comme je disais dans ma présentation, celles qui sont fragiles ou en difficulté ont une prime exceptionnelle de 3 000 € par logement. Et donc là, en échange, c'est l'ANA qui récupère les C2E. Et il y a très, très peu de projets qui ont de C2E de 3 000 € par logement. Donc en gros, c'est plus rentable pour la copropriété de prendre la prime copro-fragile ou en difficulté que de récupérer ces C2E. Et pour les autres copropriétés qui sont ni fragiles ni en difficulté, c'est elles-mêmes qui récupèrent les C2E. Et donc là, c'est le jeu des négociations avec nos grands fournisseurs d'énergie qui proposent leurs tarifs au niveau des C2E. Donc il y a une négociation qui est à faire. Et même c'est même un marché qui est en train de se créer de chercher le meilleur énergéticien qui va donner la meilleure prime C2E actuellement, parce que le marché est un peu dynamique, surtout en fin d'année pour certains énergéticiens. Moi, je voulais revenir aussi sur le gain énergétique et comment être sûr d'atteindre ce gain énergétique. C'est d'abord que la réalisation des travaux se passe bien et se déroule bien et se fasse selon ce que le maître d'œuvre a engagé. Et donc, je rappelle l'obligation qu'il y a dans la MPR copropriété, dans toute aide publique dorénavant, c'est que les entreprises doivent être certifiées RGE, reconnues garantes de l'environnement. Et donc ça, c'est obligatoire. Et là, je précise que tout dossier avec un devis d'une entreprise qui n'est pas RGE sera d'office rejeté par l'ANA, parce que c'est un gage de qualité et de garantie de bonne réalisation des travaux. Donc attention, vérifiez bien, mais normalement vos maîtres d'œuvre et vos AMO le savent par cœur, que les entreprises doivent être certifiées RGE. Donc il y a vraiment cette spécificité-là. Et après, je reviens, le gain énergétique à l'usage, tout dépend en fait de la manière dont les occupants vont l'utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi dans notre instruction que les AMO peuvent faire, et là, c'est optionnel, des explications sur les éco-gestes, sur comment je vais utiliser le nouveau matériau, le robinet thermostatique, nouvelle chaufferie, mes fenêtres, etc. Et donc là, c'est optionnel, c'est les AMO qui peuvent le faire en prestation optionnelle, en tout cas, de conseiller les occupants de comment ils vont vivre leur nouvel immeuble. Parce qu'avoir une rénovation énergétique de 35%, c'est plus du tout les mêmes usages qu'on utilise. Et là, j'en profite pour en parler des immeubles anciens.
Les immeubles de centres anciens, il faut faire hyper attention sur la ventilation des pièces humides, qui est parfois oubliée dans des dossiers de rénovation énergétique, alors que quand on s'isole, il y a plus d'humidité qui se crée dans les logements. Et il faut faire vraiment attention sur la ventilation qui est mise dans les pièces humides, et notamment dans les immeubles centres anciens. Il faut vraiment que ce soit la priorité, en tout cas le regard que doivent avoir les copropriétaires, le conseil syndical et le syndic, c'est vraiment la ventilation de mes pièces humides quand je vais isoler mon bâtiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les AMO. Est-ce que les AMO, ils doivent être RGE aussi? Parce qu'on parlait d'RGE. Alors non, c'est ce que je disais, les AMO, elles n'ont pas besoin d'être certifiées RGE ou autre chose, parce que c'est un marché qui doit prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a peu d'AMO par rapport au nombre de copropriétés qui doivent se lancer dans ce type de travaux. Donc pour l'instant, on laisse dans un dynamique. Et en tout cas, dans les retours d'AMO qu'on a eu, que ce soit copropriété fragile ou copropriété en difficulté, on a des AMO qui sont vraiment très bonnes. Et après, c'est le bouche à oreille, comme les entreprises, comme les syndics. Si une AMO fait mal son travail sur une copropriété, je peux vous dire que ça se sait rapidement à l'échelle du quartier, voire à l'échelle de la ville. Donc, il y a aussi on va dire, ce nettoyage naturel, excusez-moi du terme, qui se fait s'il y a des mauvaises AMO qui se créent. Oui. Il y en avait qui voulaient intervenir. Là, vous aviez des questions aussi que vous vouliez poser à Sébastien. Vous aviez noté dans un document Fatima Zora et Laurent en bleu, où on les a balayés à peu près? Je pense. J'ai pas mon document sous les yeux. J'ai vu qu'il y avait eu un petit ajout. Je ne sais pas si Sébastien voulait ajouter un mot. Vas-y, Sébastien. Il y avait une question dont on n'a pas répondu. Est-ce que je peux utiliser MPR copropriété en partie commune et MPR individuel? Oui. La différenciation. Et je pense que c'est assez capital pour les copropriétés et les copropriétaires. Donc, MPR copropriété, c'est pour les parties communes de la copropriété et tout ce que vous pouvez mettre en intérêt privatif, c'est-à-dire les menuiseries, le robinet thermostatique et la ventilation. Tout ce qui est dans votre partie privative, c'est MPR propriétaire occupant ou MPR propriétaire bailleur. Donc, il faut bien faire la différenciation. MPR copropriété, c'est exclusivement partie commune et tous les intérêts privatifs que vous pouvez intégrer via le vote en assemblée générale à l'article 25. Pour les parties privatives, c'est MPR individuel. Et il y a bien cette séparation entre partie commune et partie privative sur vos aides que vous pouvez avoir. Je crois que c'était une question qui était posée. Je pense qu'elle est essentielle pour les copropriétaires. Est-ce qu'on peut donner juste un exemple de travaux qui pourraient être éligibles donc, sur les parties privatives? Le travaux classique en partie privative, c'est la chaudière individuelle. Et notamment de gaz, etc., où il faut changer aussi sa chaudière. Et là, c'est du MPR individuel. Alors justement, je prenais l'exemple, Sébastien, des immeubles. Tu parlais d'immeubles centre-ville. C'est plus compliqué. On sait que les grands ensembles, c'est plus facile d'atteindre les économies d'énergie, les 35%, qu'un immeuble de centre-ville qui va être coincé et puis qui va être peut-être avec des contraintes architecturales qui fait qu'on va pouvoir le rénover plus difficilement. On peut faire de l'isolation thermique par l'intérieur et donc du coup là, ça peut être des travaux privatifs qui peuvent rentrer dans un MPR individuel. Comment ça se passe? L'isolation intérieure, ça ne peut pas être considéré comme de l'intérêt collectif. Donc, ça sera que du MPR individuel et pas du MPR copropriété. Les centres anciens, c'est très complexe parce que chaque copropriété a son histoire. Et quand on regarde l'histoire de la France, en fait, les copropriétés ont aussi cette histoire en termes de construction. Donc, chacune a ses méthodologies de calcul. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'être accompagné par une AMO et une maîtrise d'œuvre qui puisse voir cas par cas, selon la copropriété, ce qui peut être fait. En centre ancien, en tout cas, quand je regarde une ville où je suis allé il y a peu avant le confinement parisien, ce qui s'était fait, où le maître d'œuvre avait été très intelligent en lien avec les ABF, c'est l'isolation du plancher haut des caves, l'isolation des toitures, le changement de l'ensemble des menuiseries et juste l'isolation thermique de la cour et bien entendu les ventilations qu'il fallait mettre en plus. Par contre, ils n'ont pas touché la façade, ils ont juste fait un ravalement simple parce qu'elle était protégée par les ABF. Et par ça, ils ont réussi à avoir un gain de 35%. Et donc, c'est vraiment du cas par cas pour les copropriétés centres anciens. Il y en a, ça va être très compliqué d'atteindre le gain de 35%, mais ce que je disais en préalable, il y a des copropriétés, ça va être très compliqué parce qu'elles sont vraiment très protégées où les coûts de travaux vont être trop exponentiels pour le gain attendu derrière. Donc, c'est vraiment un choix et c'est pour ça que je dis, soyez bien conseillés par votre AMO, l'espace faire ou votre maître d'œuvre. Oui, Luc, quand on regarde sur le patrimoine, d'ailleurs, il y avait une question aussi pour toi qui était est-ce que l'ASDER est considéré comme AMO?
Alors, la question, un autre auditeur y a répondu que je connais. L'ASDER ne peut pas être considéré comme AMO parce Alors, qu'il c'est lui quoi manque. l'ASDER pour les copropriétaires? Alors, l'ASDER, c'est un espace info-énergie du département de la Savoie. Donc, c'est selon les départements, c'est soit des associations, soit ça s'appelle des agences locales de l'énergie et du climat. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'ASDER n'a pas les compétences en termes d'accompagnement social et d'accompagnement administratif pour pouvoir être AMO. Ouais. Et donc, Luc, pour faire un témoignage sur les bâtiments, sur les rénovations, entre les bâtiments de centre-ville et les bâtiments, les grands ensembles là, qui sont. Est-ce qu'on arrive sur des bâtiments centre-ville à 35% d'économie d'énergie? On y arrive si on est dans cette Sébastien l'a bien rappelé au début de sa présentation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un parti pris de la rénovation globale et pas poste par poste et pas étalé. Donc oui, on peut y arriver. Je pense que y arriveront plus facilement effectivement les copropriétés qui n'ont pas fait grand-chose dans les années précédentes. Grands ou petits ensembles, je pense que c'est pas un sujet. Si ce n'est, j'entendais dans les Sébastien, vous parliez de 2 dossiers là qui étaient arrivés sur la plateforme et de quote-part autour de 10-12 000 euros par appartement. Je pense qu'on est plutôt sur des grands ensembles parce que malheureusement, plus l'ensemble, plus la copropriété est petite et plus les quote-parts augmentent par logement parce que c'est pas comment dire arithmétique. Mais oui, je suis confiant. Moi, les 35%. On pourra y arriver, oui, bien sûr. Il y a une question de Laure. Je vois le temps file. Hein, on va savoir clôturer aussi, hein, parce qu'après, finalement, on vous a tenu jusqu'à la fin de la nouvelle heure où on avait le droit de sortir presque pour ceux qui sont en région parisienne. Est-ce qu'il y a un pourcentage à changer pour les menuiseries? Oui, la question qui se pose. J'entends des fois il y avait des travaux qui avaient été faits de menuiserie, de changement de fenêtres, et peut-être une partie des copropriétaires avaient fait les travaux et puis et du coup on veut leur réintégrer ces travaux dans les 35%. Mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une réponse à apporter là-dessus, Fatima Zora, pour se réveiller? Allez. Là, je suis réveillée. En fait, tout dépend du calcul sur les gains sur les consommations d'énergie. Je pense que c'est plutôt une question pour Luc et Frédéric. C'est le calcul ou la modélisation qui pose au fait un objectif. On va dire, et puis c'est aussi ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, si toutes les menuiseries ont été changées et qu'elles sont performantes, il n'y a plus rien à faire. Enfin, on risque un rejet total du programme de travaux si on demande à un copropriétaire qui ont déjà changé les fenêtres il y a 2 ans ou 3 ans de rechanger leurs fenêtres. Par contre, le pourcentage de fenêtres a changé, donc va dépendre de ce qu'on peut faire, effectivement, de la marge de manœuvre qu'on a sur la copropriété, et puis des calculs sur les gains sur consommation d'énergie qui vont nous dire qu'il faut remplacer au moins tant de pourcentage de fenêtres en simple vitrage pour atteindre le minimum. Je te laisse, Laurent, expliquer. Oui, dans la question, il y avait aussi une deuxième partie qui disait qu'est-ce qui se passe si les gens ne veulent pas changer. Alors, Sébastien nous a rappelé que en fait, ça allait être voté à l'article 25.1, partie privative d'intérêt général. Donc, en fait, tous ceux dont les fenêtres auront été désignées comme étant bonnes à changer. Donc, pour moi, au sens de la loi, je parle sous le contrôle de Sébastien, mais pour moi, au sens de la loi, ce sont toutes les fenêtres qui ont plus de 10 ans. Qui sont normalement à changer si on passe par un vote à l'article 25. Donc, les récalcitrants, normalement, ne devraient pas être récalcitrants. Hein. Ils sont soumis à l'obligation, si ça a été voté, ils sont soumis à l'obligation de réaliser les travaux. Je laisse Sébastien compléter sur ce point-là. Mais... Oui, je confirme, c'est ce qui est écrit depuis la loi Grenelle, qu'il y a un délai en fait, de durée de vie des fenêtres. C'est que si elles ont plus de 10 ans, elles font partie en fait, des intérêts privatifs, et même le maître d'œuvre peut avoir un regard pour voir si elles ont bien été faites et bien conçues. Et même celles qui ont moins de 10 ans, mais que le maître d'œuvre pense qu'elles ne sont pas aux normes de l'époque où elles ont été installées, elles aussi doivent être changées. Il y a un petit article aussi là-dessus. Et j'en profite tant que j'ai la parole, parce qu'il reste 6 minutes et je sais qu'il va y avoir des conclusions. Rappeler aussi
que toute copropriété qui dépose un dossier et qui reste en chauffage fuel collectif ou qui reste en fuel après travaux sera rejetée. Je rappelle que la loi nous oblige à retirer tous les chaufferies fuel. Donc attention, chères copropriétés, vous ne pouvez plus rester dans le fuel. Oui, donc il faut changer au passage. On peut changer. Hein. Y avait une question, d'ailleurs je rejoins avec Sébastien ce que tu disais sur les fenêtres, notamment sur la qualité de l'air intérieur. Hein. Donc ces fenêtres qui doivent être, quand on change les fenêtres, elles doivent permettre le passage de l'air. Est-ce que la VMC est intégrée dans les travaux d'économie d'énergie? Je vois Laurent, tu y as répondu, mais peut-être on peut le dire à tout le monde. Sébastien l'a rappelé, ça fait partie des travaux sur partie privative qui peuvent être décidés en assemblée générale au même titre que les vannes thermostatiques de radiateurs et les menuiseries extérieures. Voilà. On arrive au bout là. On a répondu à peu près à toutes les questions. On avait un peu plus de 50 personnes qui ont été avec nous aujourd'hui. C'était super cette conférence organisée par Planète Copropriété. Je crois qu'on peut dire un grand merci à Sébastien Caté Wagner, à qui on a posé beaucoup de questions pour l'ANA, mais en tout cas, ça a permis de clarifier, j'imagine, pour vous tous, Laurent, Fatima Zora, Frédéric, Luc, les questions que vous posiez. Est-ce que vous avez eu quelques réponses? Ah oui, il restera encore quelques points techniques et pointus voilà, qui sont peut-être pas très intéressants à aborder ici. Mais... Ouais. Oui, mais alors ce que j'en ai compris aussi, c'est que finalement, c'est un dispositif, Sébastien, qui va être amendé en fonction des retours, qui peut être amendé, pas forcément va être, mais qui peut être amendé en fonction des retours terrain qu'il pourrait y avoir, notamment sur certaines personnes qui seront un peu à la marge. Alors, je vais redire ce qu'a dit Madame la Ministre et Monsieur le Ministre de l'Économie. Tout est changeable selon les remontées des territoires et même en termes de financement, si on a une tonne de dossiers qui arrivent, où on pourra avoir des lignes financières supplémentaires pour tenir aussi l'ensemble des dispositifs et des dossiers qui nous sont remontés. Après, on ne peut pas répondre à toutes les questions dans ce type de choses parce que, comme je le disais, chaque copropriété a sa vie, a son histoire et donc a ses questions. Et c'est souvent à chaque fois aux tout petites questions dures qui a besoin de répondre et c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça que je reviens, on a la chance qu'on a des DDT, des collectivités locales qui, elles, instruisent les dossiers et qui peuvent répondre aux questions plus proches du terrain. Oui, et puis comme ce dispositif, effectivement, il faut aller dans le détail. Heureusement qu'on a les AMO pour aider et accompagner les copropriétaires. Mais en tout cas, c'est un beau dispositif. Et puis, il faut l'intégrer, on n'en a pas parlé, mais dans le cadre du plan de relance, c'est aussi pour ça que ça a été fait, comme vous parliez, Sébastien, d'aide. C'est pour aussi relancer le bâtiment et relancer l'économie en France post-Covid. Non, post-Covid, on est encore un peu dedans, mais en tout cas, dans le cadre de cette crise qu'on vit actuellement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Sébastien, Frédéric, Fatima Zora, Laurent, Luc et Claude qui nous a quittés un peu plus tôt. On va faire un petit replay aussi pour ce webinaire qui est fort intéressant. On le donnera à tout le monde et puis on le publiera sur nos différents portails pour que vous puissiez le revoir. Voilà. On peut souhaiter une bonne soirée alors tous. Merci. Bonne soirée, merci. Et puis à très bientôt. Je vais mettre donc fin à ce webinaire. Vous n'avez pas besoin de couper, c'est moi qui vais couper. Je vois que vous sautiez sur la souris. Je vais couper et ça va couper pour tout le monde. À très bientôt et merci à toutes et tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.